Lors d'un dîner de famille, ma belle-fille m'a lancé un verre de vin directement à la tête parce que je ne laissais pas ses parents s'installer chez moi. « Maman, tu es ridicule !» Mon fils a crié. « Tu as 3 chambres vides !» a-t-elle hurlé. J'ai juste souri, pris mon sac à main et je suis parti. Le sang coulait sur mon visage, mais je n'ai pas paniqué. J'ai envoyé un seul texte, ça a parfaitement marché. « Maman, tu es ridicule !» Mon fils Tyler criait maintenant, son visage rouge, les veines visibles dans son cou. « Tu as 3 chambres vides. » 3. Je me tenais dans mon salon, inébranlable, regardant mon enfant unique se transformer en quelqu'un que je reconnaissais à peine. En face de moi, sa femme Megan était aussi debout, son visage rougi par le vin ou la rage ou les deux. Avant de continuer, je tiens à vous remercier de vous joindre à moi pour partager ces histoires de force et de survie. Si vous croyez en la protection contre la manipulation familiale, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela aide à atteindre d'autres personnes qui ont besoin d'entendre cela. Maintenant, voyons comment cela se déroule. C'est incroyable, dit-elle, sa voix montant. Vous allez laisser mes parents être sans abri? Alors que vous avez tout cet espace vide ici? Ils ne sont pas sans abri, dis-je calmement. Et c'est ma maison. Ma réponse est non. C'était le jour de Thanksgiving. J'avais passé 2 jours à cuisiner les plats préférés de Tyler de son enfance, à dresser la table avec la bonne vaisselle de la mère de Michael, essayant de créer une autre fête de famille dans la maison où mon mari était mort il y a 4 ans. Mes petites filles jumelles, Sophia et Olivia, étaient sur le canapé, faisant semblant de regarder la télévision, mais je pouvais voir leur petit corps se tendre, sentant le danger dans la pièce, même si elles ne pouvaient pas encore le comprendre. « Tu sais quel est ton problème, Linda ?» La main de Megan tremblait alors qu'elle prenait son verre de vin. « Tu es égoïste. Complètement égoïste. Michael est parti depuis 4 ans et tu continues de jouer la veuve éplorée dans ta grande maison vide, agissant comme si tu étais trop bien pour aider la famille. » Quelque chose en moi devint très calme. « Je pense que vous devez partir maintenant. »« Tu es une vieille femme cruelle, » dit Megan, puis elle lança le verre de vin directement à ma tête. Je sentis l'impact avant que la douleur ne se manifeste. Le cristal lourd frappant ma tempe gauche avec un craquement répugnant. Un liquide chaud coulant sur mon visage. La pièce s'inclina légèrement. Sophia commença à pleurer. Tyler cria le nom de Megan mais ne bougea pas vers moi. Je touchai ma tempe. Mes doigts en revinrent rouges vifs de sang. Et je souris parce que des caméras cachées dans mon salon venaient d'enregistrer tout. Parce que mon avocate, Catherine, m'avait préparé à exactement ce moment. Parce que ce n'était pas un désastre. C'était le piège qui se refermait sur les gens qui essayaient de voler ma maison depuis des mois. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivé là, debout dans ma propre maison avec du sang coulant sur mon visage, sur le point de porter plainte pour agression contre ma belle-fille. Vous devez savoir ce qui s'est passé 2 mois auparavant quand ma banque a appelé au sujet d'une transaction très suspecte. C'était un mardi matin fin septembre. J'étais encore dans ma robe de chambre, buvant du café dans la tasse que Michael m'avait offerte il y a 20 ans. Celle qui dit « meilleure épouse du monde » en lettres fanées. Le téléphone sonna, un numéro que je ne reconnaissais pas. D'apparence officielle, le genre qui signifie généralement de mauvaises nouvelles. Madame Harper, ici le service de détection de fraude de la First National Bank. Nous avons signalé une activité inhabituelle sur votre compte d'épargne. Mon café refroidit dans ma main. Une activité inhabituelle. Ces mots ont du poids quand on a 61 ans, qu'on vit seul, qu'on gère les économies d'une vie que vous et votre défunt mari avez passé 30 ans à construire ensemble. La femme au téléphone était professionnelle, lisant ce qui était probablement un script. Quelqu'un avait tenté de transférer 15 000 $ de mon compte d'épargne à 23h47 la nuit précédente. La transaction avait échoué parce que leur système de détection de fraude l'avait intercepté, mais quiconque avait essayé était allé suffisamment loin dans mon compte pour être profondément préoccupant. Ils ont correctement répondu à 3 questions de sécurité, expliqua-t-elle. Le nom de jeune fille de la mère de votre mari. La rue où vous avez vécu pendant vos études. Le nom de votre premier chien. Je sentis quelque chose changer dans ma poitrine. Quelque chose de froid et de tranchant. Pouvez-vous me dire d'où venait la tentative? Il y eut un bruit de clavier de son côté. Une pause qui dura 3 secondes de trop. L'adresse IP remonte à Carrie,
Caroline du Nord. Cela vous dit-il quelque chose? Carrie? Là où vit mon fils Tyler? Là où lui et Meghan élèvent Sophia et Olivia dans une maison de ville qu'ils décrivent constamment comme étouffante et beaucoup trop petite pour une famille de 4. J'ai remercié la femme, confirmé que je n'avais autorisé aucun transfert et lui ai demandé de m'envoyer tous les détails par email. Puis je me suis assise à ma table de cuisine pendant 2 heures d'affilée, fixant cette alerte de fraude, regardant la lumière du soleil du matin ramper sur les parquets que Michael et moi avions nous-mêmes rénovés en 1998. Je m'appelle Linda Harper. J'ai 61 ans et j'apprends à vivre seul depuis 4 ans maintenant. Depuis que Michael s'est effondré dans notre jardin alors qu'il tondait la pelouse un samedi matin de juin. Un instant, il était dehors dans son vieux t-shirt Duke, poussant la tondeuse en ses lignes diagonales nettes sur lesquelles il insistait toujours, et l'instant d'après, il était par terre, serrant sa poitrine. Je suis sorti pieds nus en courant. Je l'ai tenu pendant que nous attendions l'ambulance. Il est mort dans mes bras avant l'arrivée des ambulanciers, me regardant avec cette expression de surprise totale, comme s'il ne pouvait pas croire que son histoire se terminait ainsi. Le silence qui a suivi m'a semblé une noyade. Notre maison coloniale à 4 chambres à Raleigh, la maison que nous avons achetée en 1995 pour $185 000, étirant notre budget jusqu'à ce que nous soyons terrifiés, est soudainement devenue énorme et vide. Chaque pièce résonnait de vide. Chaque craquement des planchers me rappelait que j'étais seul. Le quartier a changé autour de moi pendant que je restais figé dans le chagrin. Ce qui était autrefois des familles modestes de la classe moyenne est devenu une enclave d'argent technologique et de dirigeants du Research Triangle Park. Nos voisins conduisent maintenant des Range Rover et des Tesla. Ils rénovent leur cuisine pour des sommes qui me donnent la nausée. Les valeurs immobilières ont explosé. Notre maison vaut maintenant 1,8 million de dollars selon la dernière évaluation. Un chiffre qui semble surréaliste et vaguement obscène. Les gens demandent pourquoi je ne vends pas, pourquoi je ne déménage pas dans quelque chose de plus approprié pour une veuve vivant seule. Patricia, ma responsable du groupe de soutien au deuil, dit que je suis bloqué dans le passé et que je dois créer de nouveaux souvenirs dans un nouvel espace. Mais ils ne comprennent pas. Cette maison contient tout ce qui compte encore. La cuisine où Michael m'a appris la recette de farce au pain de maïs de sa mère, celle qu'il faisait à chaque Thanksgiving. Le salon où nous avons vu Tyler grandir, de ses premiers pas à l'adolescence, se préparant pour le bal de promo, à un homme ramenant à la maison la femme qu'il voulait épouser. La chambre où Michael est mort, où je dors encore de mon côté du matelas, même s'il n'y a plus de raison de laisser la moitié vide. La roseraie que Michael a plantée dans le jardin l'année de la naissance de Tyler. Je m'occupe de ces roses chaque dimanche matin comme un rituel religieux. Je les taille, les arrose, leur parle comme si Michael pouvait d'une manière ou d'une autre m'entendre à travers la terre et les racines et tout ce qui existe au-delà de cette vie. Ce n'est pas être bloqué. C'est faire un choix conscient de ce que je refuse de perdre. J'ai déjà perdu Michael. Je ne perds pas la maison qui sent encore son parfum dans certaines pièces, qui craque encore aux endroits exacts où il marchait. Tyler a 34 ans maintenant. Il travaille dans la vente de dispositifs médicaux, voyageant dans le sud-est pour présenter des équipements chirurgicaux aux hôpitaux. Il gagne bien sa vie, conduit une nouvelle Audi, mène ce qui devrait être une vie confortable. Il a épousé Meghan il y a 5 ans lors d'un mariage qui a coûté plus que notre première voiture. Je me souviens de l'avoir regardé pendant la cérémonie. Son sourire semblait sincère alors, plein d'amour et d'espoir. Mais environ 6 mois après le mariage, cette chaleur a disparu chaque fois qu'elle me regardait. Maintenant, ses sourires sont tendus et performatifs, comme si elle tolérait une obligation plutôt que de profiter du temps en famille. Ils ont des filles jumelles, Sophia et Olivia, qui ont eu 7 ans le mois dernier. Ces filles sont la seule partie de la vie de Tyler qui me semble encore liée au fils que j'ai élevé. Quand elles viennent nous voir, peut-être 2 fois par mois, parfois moins. Elles courent vers moi avec des dessins en papier de construction et des histoires sur l'école. Elles demandent si les roses de grand-père fleurissent. Elles veulent voir la cabane dans l'arbre que Michael a construite dans le jardin avant de mourir. Elles sont innocentes et pures d'une manière que leurs parents ont cessé d'être il y a des années. Tyler passe ses visites à moitié présent, vérifiant constamment son téléphone, répondant aux emails de travail, faisant de petites conversations qui semblent scénarisées et vides. Meghan fait des commentaires directs sur ma maison. Ça doit être agréable d'avoir tout cet espace juste pour soi, dit-elle lors de leur dernière visite, marchant dans ma salle à manger avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer.
Nous sommes pratiquement les uns sur les autres chez nous. Je ne peux même pas penser clairement tellement c'est exigu. À l'époque, je pensais qu'elle se défoulait, qu'elle faisait la conversation, partageant des frustrations normales sur la vie de famille dans une maison de ville. En y repensant maintenant, j'ai réalisé que ces visites n'avaient rien à voir avec la connexion familiale. C'était de la reconnaissance. Tyler et Megan étudiaient ma maison, notant la disposition, observant mes routines, recueillant des informations comme des voleurs étudient une banque avant de planifier le vol. Je ne savais juste pas que j'étais le coffre-fort qu'ils prévoyaient d'ouvrir. Ce mardi matin, assise devant l'email d'alerte de fraude qui brillait sur l'écran de mon ordinateur portable, je sentis quelque chose en moi se briser et se remodeler. C'était comme regarder l'eau gelée. Quelque chose de fluide et de chaud devenant dur et froid et impénétrable. Je n'ai pas appelé Tyler. Chaque instinct maternel criait de prendre le téléphone, de lui donner une chance d'expliquer, de croire qu'il devait y avoir une explication raisonnable à la raison pour laquelle son adresse IP apparaissait sur une tentative de vol de mon compte bancaire. Mais une sagesse plus profonde me retenait. Montrer ma main trop tôt ne ferait que les rendre plus prudents, plus sophistiqués dans tout ce qu'ils prévoyaient ensuite. Au lieu de cela, j'ai appelé Catherine Brennan. Catherine est une avocate spécialisée en droit des successions que j'ai rencontrée il y a 3 ans au groupe de soutien au deuil que Patricia dirige tous les jeudis soirs au centre communautaire. Le mari de Catherine est décédé subitement à 52 ans. Et avant même que ses funérailles ne soient terminées, ses enfants adultes de son premier mariage sont apparus avec un avocat contestant son testament et remettant en question la compétence mentale de Catherine. Elle m'a raconté cette histoire autour d'un café après l'une de nos réunions de groupe. Sa voix plate et épuisée par des batailles qu'elle n'avait jamais demandées. Les gens révèlent qui ils sont vraiment quand il y a de l'argent en jeu, avait-elle dit, remuant son café avec des mouvements lents et méthodiques. La loyauté familiale s'évapore plus vite que vous ne le croiriez. Documentez tout, Linda. Ne faites confiance à personne quand il s'agit d'héritage. Nous nous sommes rencontrés le lendemain matin dans un Panera Bread près de son bureau du centre-ville. J'ai apporté mon ordinateur portable, des copies imprimées de l'alerte de fraude, la documentation de la banque concernant la tentative de virement échouée. Je lui ai montré l'heure, 23h47 un lundi soir, quelques heures seulement après la visite de Tyler pour le dîner du dimanche, juste après que je l'ai laissé seul dans l'ancien bureau de Michael pendant que j'allais à la cuisine vérifier la tarte au four. Catherine a tout lu 2 fois, ses lunettes de lecture posées sur son nez, son expression devenant plus sombre à chaque page. Quand elle a finalement levé les yeux, elle n'a pas semblé surprise. Elle avait l'air résignée, comme si elle avait vu ce même schéma se dérouler des dizaines de fois auparavant avec d'autres familles, d'autres enfants, d'autres plans désespérés. Ils testent vos défenses, dit-elle doucement. Ce n'était pas la véritable tentative de vol. C'était un entraînement. Ils apprennent vos protocoles de sécurité, déterminent ce qui fonctionne et ce qui est signalé, recueillent des informations pour un plus grand coup. La prochaine fois, ils seront plus intelligents. La prochaine fois, ils trouveront un moyen de contourner la détection de fraude. Qu'est-ce que je fais? Ma voix est sortie plus petite que je ne l'avais voulu. Catherine me regarda à travers la table avec des yeux qui contenaient à la fois de la sympathie et de l'acier. Nous construisons un piège documenté, incassable, inattaquable légalement, et ensuite nous les laissons y marcher. C'est ainsi que tout a commencé. 2 mois de préparation, de construction de défense, d'attente que Tyler et Megan révèlent leurs véritables intentions. Et maintenant, le jour de Thanksgiving, avec du sang coulant sur mon visage après que ma belle-fille m'ait jeté un verre de vin à la tête, je voyais enfin les pièges se refermer. La première action de Catherine fut brillante et humble à la fois. Le matin suivant notre réunion à Panera, elle m'appela à 7 heures du matin. J'ai besoin que vous consultiez un neuropsychologue gériatrique le plus tôt possible aujourd'hui si nous y parvenons. Un neuropsychologue? Catherine, je ne perds pas la tête. Je sais ça. Mais si Tyler et Megan prévoient ce que je pense qu'ils prévoient, leur prochaine étape après une manipulation financière ratée sera de prétendre que vous êtes mentalement incompétente. Ils diront que vous montrez des signes de démence, que vous ne pouvez pas gérer vos propres affaires, que vous avez besoin d'un tuteur pour vous protéger de vous-même. Et une fois qu'ils auront la tutelle, Linda, ils contrôleront tout, votre maison, votre argent, vos décisions médicales, tout. Mes mains se glacèrent autour du téléphone. Peuvent-ils réellement faire ça? S'ils peuvent convaincre un juge que vous êtes cognitivement altéré. Absolument. Je l'ai vu arriver des dizaines de fois.
Les enfants adultes interviennent avec des inquiétudes concernant les oublis de maman, la confusion de papa, et avant que vous ne vous en rendiez compte, le parent est déclaré incompétent et perd toute autonomie. Nous avons besoin d'une preuve médicale irréfutable que votre esprit est vif, documentée avant toute confrontation. Elle avait déjà pris rendez-vous. Le cabinet du docteur Rebecca Lawson se trouvait dans un immeuble médical près de l'hôpital Duke, au 3e étage, à 14 h cet après-midi-là. Le docteur Lawson était plus jeune que je ne l'attendais, peut-être début quarantaine, avec des yeux gentils et une attitude calme qui me mit immédiatement à l'aise. Son bureau était confortable, rempli de plantes et d'un éclairage doux. Rien de clinique ou d'intimidant. Catherine expliqua la situation. « Docteur Lawson, dit-elle, me faisant signe de m'asseoir sur une chaise en face de son bureau. Vous n'êtes pas ici parce que quelqu'un pense que vous avez des problèmes cognitifs. Vous êtes ici parce que nous devons établir une base de référence, créer une documentation qui vous protège légalement. » Pendant les 2 heures suivantes, elle me soumit à une batterie de tests que je n'avais pas rencontrés depuis l'université. Des exercices de mémoire où elle me lisait des listes de mots et me demandait de les rappeler 5 minutes plus tard. Des puzzles de raisonnement logique impliquant des motifs et des séquences. Des scénarios de résolution de problèmes à plusieurs étapes. Elle me demanda de dessiner une horloge indiquant une heure précise, de compter à rebours à partir de 100 par 7, de nommer autant d'animaux que possible en 60 secondes. C'était épuisant et étrangement terrifiant. À 61 ans, je ne cessais de me remettre en question, convaincu que j'échouais, qu'elle trouverait un signe précoce de déclin que Tyler pourrait utiliser contre moi. Quand je trébuchais sur un problème de mathématiques particulièrement complexe, je sentis la panique monter dans ma gorge. Mais le docteur Lawson sourit simplement. « Vous vous en sortez bien, Linda. Ces tests sont conçus pour être difficiles. » Elle posa également des questions détaillées sur ma vie quotidienne, sur la façon dont je gérais mes finances. Je lui montrai mon registre de chèques, équilibré au centime près, à quoi ressemblaient mes routines. Je décrivis mon rituel du café du matin, l'entretien de ma roseraie le dimanche, les réunions de mon groupe de soutien au deuil le jeudi, mes relations sociales. Je nommais des amis du groupe, des voisins avec qui je discutais, la femme du supermarché qui me réservait toujours les meilleures tomates. Quand nous eûmes terminé, le docteur Lawson examina ses notes et me regarda avec une expression de chaleur sincère. « Linda, votre fonction cognitive n'est pas seulement normale pour votre âge. Elle est bien supérieure à la moyenne. Votre mémoire est excellente. Vos capacités de raisonnement sont aiguisées. Votre fonction exécutive ne montre aucune altération. Si quelqu'un tente de prétendre que vous êtes mentalement incompétente, cette évaluation mettra fin à cela. » Immédiatement. Je sentis des larmes me monter aux yeux. « Merci. Je vais rédiger un rapport complet avec tous les résultats des tests et je le ferai notarier. Catherine s'assurera qu'il est correctement déposé avec des témoins qui n'ont aucun lien avec votre famille. C'est votre bouclier, Linda. Quiconque contestera votre compétence devra surmonter des preuves médicales qui disent le contraire. » Catherine me rencontra dans un café 1 heure plus tard pour revoir le rapport. Elle le lut 2 fois, hochant la tête de satisfaction. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Mémoire, raisonnement, prise de décision, tout documenté comme excellent. Si Tyler tente de prétendre que vous déclinez, nous avons la preuve, avant tout conflit, que vous étiez parfaitement lucide. La 2e étape me parut encore plus sérieuse. Catherine fit intervenir un autre avocat, Gerald Hoffman, qui se spécialisait dans ce qu'il appelait la planification successorale à l'épreuve des contestations. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau du centre-ville, un endroit avec des meubles en acajou et des livres de droit tapissant chaque mur. « Votre testament actuel est standard, » expliqua Gerald, étalant mes documents sur sa table de conférence. Mais le standard ne protège pas contre les membres de la famille déterminés qui veulent le contester. Nous devons le reconstruire avec un langage protecteur spécifique. Pendant 3 heures, nous avons examiné chaque clause, chaque éventualité. Tyler est resté bénéficiaire. Je n'étais pas prête à exclure complètement mon unique fils, une part têtue de moi espérant encore me tromper sur ses intentions. Mais les conditions que nous avons ajoutées rendaient toute manipulation inutile. Si Tyler contestait le testament pour quelque raison que ce soit, il n'obtiendrait rien. S'il prétendait que j'étais incompétente ou sous influence indue au moment de la signature, il serait complètement déshérité. S'il tentait d'accéder à mes biens avant mon décès par des manœuvres juridiques, les mêmes conséquences s'appliqueraient.
Nous avons également créé des fiducies d'éducation distinctes pour Sophia et Olivia, chacune d'une valeur de 200 000 $, gérées par un fiduciaire indépendant. Catherine recommanda que les filles reçoivent cet argent à l'âge de 25 ans, quels que soient les actes ou les dires de leurs parents. Vos petites filles ne devraient pas souffrir des choix de leurs parents, dit Gérald. Cela les protège tout en vous protégeant. Catherine me fit lire l'intégralité du testament révisé 3 fois à voix haute, s'assurant que je comprenais chaque mot, chaque conséquence, chaque protection que nous avions intégrée. 3 témoins que je n'avais jamais rencontrés, des associés du cabinet de Gérald, me regardèrent signer et notarièrent le document. Ce n'est plus seulement un testament, dit Catherine alors que nous quittions le bureau de Gérald. C'est une forteresse juridique. S'ils attaquent, ils perdent tout. La 3e étape me donna l'impression d'entrer dans un territoire que je n'avais jamais imaginé devoir explorer. Catherine me présenta Marcus Webb, un détective de police à la retraite qui travaillait désormais comme consultant en sécurité privée. Il se présenta chez moi un mercredi matin, portant un sac de sport noir rempli d'équipements. J'installe ces systèmes pour les seniors chaque semaine, dit Marcus, sa voix factuelle, alors qu'il examinait mon salon. Les enfants adultes pensent que leurs parents sont des cibles faciles parce qu'ils ne s'attendent pas à une surveillance. Ils se sentent à l'aise, ils deviennent négligents, et c'est là qu'ils révèlent leurs véritables intentions. Au cours des 4 heures suivantes, Marcus installa de minuscules caméras dans mon salon, ma salle à manger, ma cuisine et mon couloir d'entrée. Les appareils étaient incroyablement petits, dissimulés dans des objets du quotidien. L'un à l'intérieur d'une étagère décorative, orientée pour capturer le salon. L'un caché dans une horloge de cuisine couvrant la salle à manger, l'un dans un cadre photo dans le couloir. Tous enregistrés en continu vers un stockage cloud auquel seul moi pouvais accéder avec des mots de passe que Marcus avait configurés sur mon ordinateur portable. Même s'il trouve les caméras et essaie de les détruire, expliqua Marcus, les images sont déjà sauvegardées à distance, ils ne peuvent pas les supprimer, ils ne peuvent pas les altérer, et tout est horodaté et authentifié, ce qui signifie que ça tient parfaitement en justice. Je me sentais étrange en le regardant travailler, comme si je me préparais à la guerre dans ma propre maison. Cette maison où j'avais élevé Tyler, où Michael et moi avions célébré 30 ans de fêtes, d'anniversaires et de soirées ordinaires du mardi. Maintenant, elle était câblée avec des équipements de surveillance pour attraper mon propre fils dans tout ce qu'il préparait. Je sais que ça semble mal, dit Marcus, remarquant mon expression, mais j'ai vu ce qui se passe quand les gens ne prennent pas de précautions. Les histoires que je pourrais vous raconter vous briseraient le cœur. Des enfants qui volent tout, qui manipulent leurs parents pour qu'ils cèdent leurs biens, qui les isolent de leurs amis et prétendent ensuite qu'ils sont incompétents. Les caméras semblent invasives maintenant, mais si les instincts de votre avocate sont justes, elles vont vous sauver. Pendant que nous mettions en place ces défenses, Catherine menait sa propre enquête sur la situation financière de Tyler et Meghan. Elle avait des contacts qui pouvaient accéder aux registres publics, aux rapports de crédit, aux dépôts de propriété, tout ce qui était légal mais approfondi. Les résultats arrivèrent 2 semaines plus tard. Catherine m'appela et me demanda de venir immédiatement à son bureau. Quand j'arrivai, elle avait un épais dossier étalé sur son bureau, son expression sombre. « Linda, asseyez-vous. Ce que je suis sur le point de vous montrer est pire que ce à quoi je m'attendais. » Elle me le montra page par page. La maison de ville de Tyler et Meghan, achetée il y a 5 ans pour 340 000 $, ne valait plus que 300 000 $. L'ensemble du marché immobilier de cette région s'était assoupli, mais ils avaient également laissé la propriété se détériorer. Ils étaient sous l'eau de 40 000 $, devant plus que la valeur de la propriété. 4 cartes de crédit, tout au maximum, totalisant 68 000 $ de dette. Des taux d'intérêt allant de 19 à 24%. Le leasing de l'Audi de Tyler, 3 mois de retard sur les paiements. Un avis de reprise de possession avait été déposé la semaine dernière. 2 paiements hypothécaires manqués. Les procédures de saisie étaient prévues pour commencer en janvier. Ils ne sont pas en difficulté, Linda, dit Catherine doucement. Ils se noient. Ils sont à 2 mois de tout perdre. Mais la pire découverte concernait les parents de Meghan. Catherine avait trouvé leur dossier de licenciement via des bases de données publiques. Le père de Meghan, James, avait été licencié des pompiers de Greensboro après des violations répétées des protocoles de sécurité. 3 plaintes formelles, 2 suspensions, et finalement un licenciement après avoir mis en danger d'autres pompiers lors d'un exercice d'entraînement. La mère de Meghan, Patricia,
avait été licenciée de son poste d'infirmière hospitalière après des plaintes concernant les soins aux patients, des erreurs de médication, un non-respect des protocoles, un incident qui avait failli entraîner le décès d'un patient. Ils n'ont pas pris une retraite confortable comme Meghan le prétend, dit Catherine. Ils ont été contraints de partir avec des pensions minimales et sans allocation de chômage. Ils sont essentiellement ruinés et sans abri, ce qui les rend désespérés. Et les gens désespérés feront tout pour survivre. Je fixais les documents financiers, les lettres de licenciement, les avis de saisie. Les chiffres se brouillaient. Il ne s'agit pas de vous aider, continua Catherine. Il s'agit de leur survie. Votre maison d'une valeur de 1,8 million de dollars représente leur seul échappatoire à la ruine financière complète. Ils ne se soucient pas que vous viviez seul. Ils veulent prendre le contrôle de votre maison, établir leur résidence, puis trouver un moyen de vous forcer à partir pendant qu'ils réclament le bien. Je me sentis mal. Tyler ne ferait pas ça. Tyler a déjà essayé de voler 15 000 dollars de votre compte bancaire, Catherine l'interrompit doucement. Il a franchi cette ligne il y a 2 mois. Tout ce qui suit n'est qu'une escalade. Elle me montra un document de plus, un historique de recherche de propriété montrant que quelqu'un avait recherché la valeur de ma maison, les évaluations fiscales et les registres de propriété de manière extensive au cours des 6 derniers mois. Les recherches provenaient de l'adresse IP de Tyler. Il planifie ça depuis un certain temps, dit Catherine. Nous prenons juste les devants avant qu'ils n'exécutent leur plan final. Je quittais le bureau de Catherine cet après-midi-là avec l'impression de vivre le cauchemar de quelqu'un d'autre. Mais tout était en place maintenant. L'évaluation cognitive prouvant ma compétence. Le testament blindé avec un langage protecteur. Les caméras cachées enregistrant tout. La documentation de leur désespoir financier établissant un motif clair. Tout ce que nous pouvions faire maintenant était d'attendre qu'ils passent à l'action. L'attente dura 3 semaines. 3 semaines à faire semblant que tout était normal pendant que les caméras enregistraient chacun de mes mouvements au cas où Tyler se présenterait sans prévenir. 3 semaines de dîner du dimanche où je souriais à mes petites filles tout en observant les yeux de mon fils cataloguer mes biens comme un évaluateur. 3 semaines à dormir de façon agitée, me demandant quand le piège se refermerait. Puis Tyler appela le lundi avant Thanksgiving. Salut maman. Juste pour confirmer que nous fêtons toujours Thanksgiving chez toi, n'est-ce pas? Sa voix semblait décontractée, amicale même. Mais j'avais appris à entendre le calcul sous-jacent. Bien sûr, j'organise toujours Thanksgiving. Super. Nous serons là vers 14 heures. Les filles sont vraiment excitées de te voir. Après que nous ayons raccroché, je suis resté à fixer mon téléphone. Les mots de Catherine résonnaient dans ma tête. Ils vont monter en puissance. Ils vont dépasser les limites. Ils vont créer de la pression. Et quand ils le feront, nous aurons des preuves. Le matin de Thanksgiving arriva, froid et gris, le ciel de la couleur du vieux béton. Je me réveillai à 6 heures du matin. Bien que je n'en eusse pas besoin, mon corps était trop tendu par l'anticipation pour dormir. Je fis du café dans la vieille tasse de Michael et me tins à la fenêtre de la cuisine, regardant le quartier se réveiller. Le fils adolescent de mes voisins installait déjà des tables pliantes dans leur garage pour leur réunion de famille. Des gens normaux passant des vacances normales. Je commençais à cuisiner à 7 heures. La dinde rôtie aux herbes et au beurre de sauge, la recette que la mère de Michael m'avait apprise il y a 40 ans. Je frottais le beurre sous la peau avec des mains qui tremblaient légèrement, me souvenant de chaque Thanksgiving où Michael avait découpé ce même oiseau à la même table. Sa farce secrète au pain de maïs avec de la saucisse et des pommes. Je coupais les ingrédients avec des mouvements précis et mécaniques. La cocotte de patates douces avec des guimauves. Le plat préféré de Tyler depuis qu'il avait 5 ans et qu'il en mangeait 3 portions avant de toucher à toute autre nourriture. La maison se remplissait d'odeurs qui signifiaient autrefois l'amour, la sécurité et la famille. Maintenant, elle me semblait un appât dans un piège que j'avais contribué à tendre. Je continuais à jeter des coups d'œil à la bibliothèque du salon où Marcus avait caché la caméra à l'intérieur d'une horloge décorative. On ne pouvait pas la voir à moins de savoir exactement où chercher. Celle de la cuisine était déguisée à l'intérieur de l'horloge murale au-dessus de l'évier. Chaque angle était couvert. Chaque mot qui serait prononcé aujourd'hui serait enregistré et sauvegardé dans le cloud avant même que la dinde ne soit découpée. Mon téléphone vibra vers 10 heures du matin. Catherine, souviens-toi, reste calme quoi qu'il arrive.
Laisse-les parler. Laisse-les se montrer. Les caméras feront le reste. J'aurai mon téléphone allumé toute la journée. Je dressai la table de la salle à manger avec la vaisselle de la mère de Michael, les pièces délicates au motif de bleu et bleu qui avaient survécu 3 générations. L'argenterie de fête qui ne sortait que pour les vacances, les serviettes en tissu que j'avais repassées ce matin-là. Tout parfait, tout normal, toute une performance. À 13h47, je regardais par la fenêtre de la cuisine l'Audi de Tyler s'engager dans mon allée. La même voiture dont les paiements de leasing étaient en retard de 3 mois, selon l'enquête de Catherine. Le symbole de statut d'une vie entièrement financée par le crédit et le désespoir. Tyler sortit le premier, puis fit le tour pour aider les filles à sortir de leur siège auto. Sophia et Olivia dégringolèrent dans des robes bordeaux assorties, serrant des dindons papier de construction qu'elles avaient manifestement fabriqués à l'école. Megan sortit en dernier, se déplaçant avec une précision mesurée dans des talons au peu pratiques pour autre chose que faire impression. Elle portait une bouteille de vin qui, même de loin, semblait chère. J'ouvris la porte avant qu'elle ne puisse sonner. Joyeux Thanksgiving. Sophia et Olivia coururent immédiatement vers moi, m'enlaçant de leurs petits bras autour de la taille. Grand-mère, nous avons fait des dindes à l'école. La mienne a 17 plumes. Sophia brandit fièrement son œuvre. C'est magnifique, ma chérie. Les deux le sont. Vous avez utilisé vos empreintes de main? Oui. Madame Patterson nous a aidés à les tracer et ensuite nous avons pu les colorier avec les couleurs que nous voulions. J'ai fait arc-en-ciel. Olivia a fait violet parce que le violet est sa couleur préférée. Les filles bavardaient sur l'école et leurs prochains concerts d'hiver et les nouveaux équipements de jeu pendant que Tyler s'approchait avec un câlin qui semblait raide et performatif, comme s'il embrassait une associée plutôt que sa mère. La maison est superbe, maman. Merci. Entrez. Entrez. Il fait froid dehors. Megan s'avança avec son baiser aérien qui effleura à peine ma joue, apportant avec elle un nuage de parfum qui me fit pleurer les yeux. Linda, merci beaucoup de nous recevoir. Ce vin est extraordinaire. $120 la bouteille. Il vient de Napa. Ce tout petit vignoble qui ne produit que quelques centaines de caisses par an. Elle le posa sur mon comptoir de cuisine avec un petit mouvement, comme si elle plantait un drapeau. Je reconnus le geste maintenant pour ce qu'il était. Revendiquer un territoire, établir une domination, préparer le terrain pour la performance qui allait se dérouler. Tu n'avais pas à apporter quoi que ce soit, dis-je automatiquement. Oh, j'insiste. La famille doit célébrer correctement. Nous nous installâmes dans le salon pendant que la dinde terminait sa dernière heure au four. C'était normalement le moment où nous ferions de petites conversations, où les filles me montreraient leurs derniers dessins, où Tyler se plaindrait légèrement du trafic ou du travail, des rythmes de réunion de famille normaux. Mais aujourd'hui, quelque chose me semblait immédiatement anormal. Tyler n'était pas sur son téléphone. Il était concentré, présent, assis en avant sur le canapé, les mains jointes entre ses genoux. Megan était assise à côté de lui dans la même posture, et toutes les quelques secondes, ils échangeaient ces regards délibérés, comme des acteurs confirmant leurs répliques. Les filles jouaient avec de petits jouets sur le sol, mais je pouvais voir que les épaules de Sophia étaient tendues. Elle continuait de regarder ses parents avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. De l'inquiétude peut-être, ou de la confusion quant à la raison pour laquelle les adultes agissaient étrangement. Alors, maman, commença Tyler, et immédiatement je reconnus sa voix de vendeur, le ton doux et exercé qu'il utilisait pour présenter des équipements chirurgicaux aux administrateurs d'hôpitaux. Megan et moi avons discuté de votre situation de vie. Je gardai mon visage neutre, ma voix décontractée. Ma situation de vie? Cette maison, il fit un geste autour de la pièce. C'est vraiment trop pour une seule personne. L'entretien, le jardinage, juste la gestion quotidienne de tout cet espace. Je gère parfaitement bien. J'ai un service de nettoyage 2 fois par mois. L'entretien du jardin chaque semaine. La maison est payée. Je suis à l'aise. Megan se pencha en avant, son visage prenant une expression d'inquiétude qui semblait répéter devant un miroir. Mais Linda, tu es seule ici. Et si tu tombes et que personne ne te trouve pendant des heures? Et s'il y a une urgence médicale au milieu de la nuit? Nous nous inquiétons constamment pour toi. J'ai failli rire de la transparence du mensonge. Elle ne s'était pas inquiétée pour moi du tout avant d'avoir besoin de quelque chose de moi.
J'ai mon Apple Watch avec détection de chute, dis-je. Et mes voisins viennent me voir régulièrement. Madame Patterson, ma voisine, et moi prenons le café tous les mercredis. Tyler et Megan échangèrent un autre regard, plus long cette fois, et je pouvais les voir recalibrer leur approche. Voici la chose, maman. Tyler continua. Les parents de Megan, tu te souviens de Jim et Patricia? Ils viennent de prendre leur retraite le mois dernier. La pension de son père des pompiers, la retraite de sa mère de l'hôpital. Ils ont vendu leur maison à Greensboro, mais le marché ici est brutal en ce moment. Tout est trop cher, et ils vivent à l'hôtel, brûlant leurs économies. Les mensonges étaient si fluides, si bien rodés. Je savais, grâce à l'enquête de Catherine, que Jim et Patricia n'avaient pas pris leur retraite, ils avaient été licenciés, qu'ils avaient des pensions minimales et plus aucune économie à brûler. Mais je laissais Tyler continuer à parler. Nous pensions, Megan intervint, sa voix montant avec un enthousiasme fabriqué. Et si mes parents emménageaient ici temporairement, juste le temps qu'ils trouvent quelque chose de permanent? 6 mois, peut-être 1 an au maximum. Ils te paieraient un loyer, aideraient à l'entretien, te tiendraient compagnie. Ma mère était infirmière aux urgences pendant 30 ans. Elle serait incroyable si tu avais des problèmes médicaux. Elle préparait le jeu de la tutelle. Faire installer la belle famille chez moi. Les positionner comme mes aidants. Puis utiliser cela comme preuve que je ne pouvais pas vivre indépendamment. Je regardais Tyler. Je le regardais vraiment et je vis un étranger portant le visage de mon fils. Non. Un seul mot tomba comme une pierre dans l'eau. Le sourire de Megan se brisa sur les bords. Non. Juste comme ça? Tu ne veux même pas y penser? Je n'ai pas besoin d'y penser. C'est ma maison. Je ne suis pas intéressé à avoir des colocataires, temporaires ou non. J'apprécie ma vie privée et mon indépendance. La mâchoire de Tyler se crispa et je le vis, la façade du vendeur commençait à se fissurer. Maman, sois raisonnable. Nous essayons de t'aider. Je n'ai pas besoin d'aide. Ce dont j'ai besoin, c'est que ma famille respecte mes limites. Limites? La voix de Megan monta d'une octave. Linda, nous parlons de famille. Mes parents sont de bonnes personnes. Ils m'ont élevé, nous ont aidés avec notre acompte, gardent les filles chaque semaine, et maintenant, quand ils ont besoin d'aide, tu vas juste dire non, alors que tu as tout cet espace vide. Ce n'est pas vide. J'habite ici. Tu vis ici seul. Megan était debout maintenant, le visage rougi. Michael est parti depuis 4 ans. Quand vas-tu arrêter de jouer la veuve éplorée et penser à quelqu'un d'autre que toi-même? Ce mot, veuve, était conçu pour blesser, et il blessa. Mais je canalisais la voix de Catherine dans ma tête. Reste calme. Laisse-les te montrer qui ils sont. Les caméras enregistrent. Je pense à moi, dis-je calmement. C'est ma maison. Ma décision. Et ma réponse est non. Tyler se leva aussi, abandonnant tout semblant de patience. Maman, tu es ridicule. Absolument ridicule. Tu as 3 chambres vides. 3. Qu'est-ce que tu en fais? Tu ranges les vieux clubs de golf de Michael? Tu gardes un sanctuaire? Tyler, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Il criait maintenant, son visage rouge, les veines visibles dans son cou. Du coin de l'œil, je vis le visage de Sophia se froisser, des larmes commençant à se former. As-tu la moindre idée de ce que nous coûte notre hypothèque? Ce que nous coûte la garde d'enfants chaque mois? Nous nous noyons, maman. Nous nous noyons. Et tu es assise ici dans une maison à 2 millions de dollars, agissant comme si nous te demandions de faire don d'un rein. Megan attrapa son verre de vin, sa main tremblante. Tu es égoïste, Linda. Complètement égoïste. Mes parents ont tout abandonné pour leurs enfants, et tu ne peux même pas partager un petit espace alors que tu es déjà seul dans cette immense maison, dis-je. Non, tu sais quoi. La voix de Megan était devenue froide et tranchante. Tu n'es pas seulement égoïste. Tu es cruel. Tu es une vieille femme cruelle qui va mourir seule dans cette maison parce que tu te soucies plus de ta précieuse intimité que de ta propre famille. Je me levai et ma voix sortit plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Je pense que vous devez partir maintenant. Et c'est alors que Megan lança le verre de vin directement à ma tête.
Le verre de vin, un lourd cristal Waterford que les parents de Michael nous avaient offert comme cadeau de mariage il y a 36 ans, vola dans les airs avec une vélocité choquante. Je le vis venir vers moi dans ce qui semblait être un ralenti, mais qui était probablement moins d'une seconde. Puis il se connecta à ma tempe gauche avec un son que je n'oublierai jamais. Un craquement sourd et humide suivi du tintement musical du verre brisé. L'impact se fit sentir avant la douleur. Je sentis le coup, sentis ma tête basculer légèrement sur le côté sous la force. Sentis un liquide chaud couler immédiatement sur mon visage. Ma main se porta automatiquement à ma tempe et revint rouge vif de sang. La pièce s'inclina. J'agrippai le dossier du fauteuil de Michael pour me stabiliser. Tout devint d'une clarté nette. Sophia pleurant, un hurlement aigu de pure terreur. Olivia figée sur le sol, la bouche ouverte, sa dindon papier de construction oublié sur ses genoux. Megan debout, la main toujours tendue, son visage passant rapidement par toutes les émotions, rage, choc, horreur naissante alors qu'elle réalisait ce qu'elle venait de faire. Tyler cria « Megan », mais il ne bougea pas vers moi. Il ne demanda pas si j'allais bien. Il se tourna immédiatement vers sa femme, tendant la main vers elle, essayant de la réconforter pendant qu'elle commençait à pleurer. À ce seul instant, je compris exactement où se situaient ses loyautés. Je touchai à nouveau ma tempe. Le sang coulait librement maintenant, imbibant mes doigts, dégoulinant sur le col de ma blouse crème. La coupure battait à chaque battement de cœur. Le vin se mélangeait au sang sur ma peau, tachant tout ce qu'il touchait. Et sous le choc et la douleur, je sentis autre chose. De la satisfaction. Parce que 4 caméras cachées venaient d'enregistrer tout. Chaque mot de leur argumentaire répété, chaque escalade, chaque insulte, le moment où Megan a attrapé le verre, le lancé, l'impact, mes réponses calmes tout au long. Tyler criant à propos de mes 3 chambres vides pendant que sa fille pleurait de peur. Le piège s'était parfaitement refermé. Vous devez partir, dis-je. Ma voix sortit étrangement calme, presque neutre. Maman, commença Tyler. Prends les filles et quitte ma maison maintenant. Megan sanglotait, les mains couvrant son visage. Je ne voulais pas, je suis tellement désolé. J'ai juste, vous devez partir, répétai-je. Je vais à l'hôpital. Je me dirigeai vers la salle de bain d'un pas mesuré et prudent, très consciente que la caméra du couloir enregistrait ma sortie sereine. Le sang dégoulinait sur ma blouse, ma main, le parquet. Je pris un torchon de cuisine dans l'armoire à linge et le pressai contre la blessure, puis je me regardai dans le miroir. Du sang avait collé mes cheveux gris. Le vin tachait ma blouse crème de grandes taches violettes foncées. La coupure au-dessus de mon sourcil était profonde, les bords déchiquetés là où le cristal avait déchiré la peau. Mon visage était pâle sous le sang. J'avais l'air d'une victime, ce qui était exactement ce que la police devait voir. Derrière la porte fermée de la salle de bain, j'entendais la voix de Tyler, basse et urgente, essayant de calmer Megan. Les jumelles pleuraient toujours. La vaisselle était intacte sur la table de la salle à manger. La dinde que j'avais passé 2 jours à préparer, la farce que Michael avait tant aimée. Tout cela abandonné dans les décombres de ce désastre. Je retournai dans la salle à manger. Tyler et Megan étaient maintenant sur le canapé, son visage enfoui dans son épaule, il murmurait quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Les filles s'étaient retirées dans le coin le plus éloigné, serrées l'une contre l'autre. « S'il vous plaît, partez et verrouillez la porte derrière vous, dis-je, attrapant mon sac à main sur la table du couloir. Mes clés de voiture, mon téléphone. Je vais aux urgences. » Tyler se leva. « Maman, attends. Laisse-moi te conduire. » C'était un accident. Megan ne voulait pas, c'est une agression, l'interrompis-je. Ma voix toujours aussi étrangement calme et neutre. C'est ce que la police appellera ça. Et j'ai besoin que vous partiez avant que je ne les appelle. Tu ne vas pas appeler la police. La voix de Tyler portait une note d'incrédulité. C'est de la famille. Elle a fait une erreur. Elle s'excuse. Elle m'a lancé un verre à la tête et m'a ouvert une coupure de 5 cm qui va nécessiter des points de suture. Ce n'est pas une erreur. C'est une agression. Je passai devant lui vers la porte d'entrée. Tyler me suivit, parlant toujours, essayant toujours de minimiser ce qui venait de se passer. Maman, s'il te plaît, pense aux filles. Pense à ce que cela leur fera si tu impliques la police.
parlons-en juste. Meghan va se faire aider, gestion de la colère ou quelque chose. Je me tournai à la porte et regardai mon fils. Vraiment. Je le regardais. Tu t'es tenu là et tu m'as traité de ridicule parce que je ne te donnais pas ma maison. Tu m'as crié dessus pendant que ta fille pleurait de peur. Et quand ta femme m'a jeté un verre à la tête, tu n'as pas vérifié si j'allais bien. Tu l'as réconforté. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur qui tu es devenu. Son visage se froissa, mais j'étais déjà sorti, déjà monté dans ma voiture. J'ai conduit 3 pâtés de maison avant que l'adrénaline ne s'estompe et que mes mains ne commencent à trembler sur le volant. Le sang avait traversé la serviette. Le battement de ma tempe s'intensifiait en une douleur lancinante et aiguë. Je me suis garé sur le parking d'un Target et je suis resté assise là, respirant prudemment, méthodiquement, me retenant. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Catherine. Ça a parfaitement marché. Sa réponse est arrivée en quelques secondes. En route pour Duc Régional. Ne parle pas à Tyler. Documente tout. J'ai redémarré la voiture et je me suis rendu à l'hôpital, vérifiant mon reflet dans le rétroviseur au feu rouge. Le sang paraissait spectaculaire sur ma peau pâle. Les taches de vin sur ma blouse seraient bien photographiées. J'avais exactement l'air de ce que j'étais, une femme âgée agressée par sa propre famille. La salle d'urgence du Duc Regional Medical Center était étonnamment gérable pour un après-midi de Thanksgiving. La plupart des gens étaient encore à la maison avec leur famille, ne gérant pas encore les blessures habituelles des fêtes. Une infirmière de triage jeta un coup d'œil à ma tempe et accéléra immédiatement mon admission. « Comment est-ce arrivé ?» demanda-t-elle, examinant doucement la blessure. Ma belle-fille m'a lancé un verre de vin à la tête pendant le dîner de Thanksgiving. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, mais son sang-froid professionnel resta intact. « Et, nous allons nous occuper de vous. » Je suis resté assise dans la salle d'attente pendant environ 15 minutes, pressant la serviette imbibée de sang sur ma tête lorsque Catherine fit irruption par les portes d'entrée. Elle était en jean et en pull décontracté, les cheveux attachés en queue de cheval. Clairement, elle avait été retirée de sa propre réunion de famille. Elle me vit, et son expression se durcit en quelque chose de féroce. « Montrez-moi. » J'ai retiré la serviette. Le saignement avait ralenti mais ne s'était pas arrêté. La blessure semblait horrible, les bords déchiquetés et béants. « Racontez-moi tout, » dit Catherine, s'asseyant à côté de moi et sortant son téléphone. Chaque mot, chaque action, la séquence exacte des événements. Je racontais tout le dîner. La façon dont Tyler et Meghan s'étaient assis sur le canapé comme des présentateurs lors d'une réunion d'affaires. L'argumentaire répété sur ma situation de vie. Leur attaque coordonnée. L'escalade de Tyler en criant à propos de mes 3 chambres vides. Les insultes de Meghan sur mon rôle de veuve. Le moment où elle a attrapé le verre, le lancé. Catherine prit des notes avec une précision rapide, posant des questions de clarification. Qui a dit quoi en premier? Quand exactement Tyler a-t-il commencé à crier? Quels ont été les mots exacts de Meghan avant qu'elle ne lance le verre? Elle m'a traité de vieille femme cruelle qui allait mourir seule. La mâchoire de Catherine se serra. Et Tyler, il a crié son nom après qu'elle l'ait lancé, mais il n'est pas venu vers moi. Il est allé la réconforter. Bien. C'est important pour la déclaration. Catherine leva les yeux de son téléphone. Linda, je dois vous demander directement. Voulez-vous porter plainte? Je n'hésitais pas. Oui. Et je veux une ordonnance restrictive. Catherine acquiesça une fois, d'un air décisif. J'appellerai le shérif du comté de Durham tout de suite. Étant donné votre âge, vous avez 61 ans. Ce n'est pas une simple agression. La loi de Caroline du Nord a des statuts spécifiques pour l'agression sur une personne de plus de 60 ans par un membre de la famille. C'est de la maltraitance envers les personnes âgées, Linda. C'est un crime grave. Un crime pour avoir lancé un verre? Pour agression avec une arme mortelle causant des blessures graves à une personne âgée par un membre de la famille. Ce verre était une arme. Votre blessure a nécessité un traitement médical. Vous avez plus de 60 ans. Elle est de la famille. Tous ces facteurs élèvent la gravité. En 30 minutes, 2 adjoints du shérif arrivèrent aux urgences. Le plus jeune était un homme, peut-être fin vingtaine, avec des cheveux courts et une attitude professionnelle.
L'adjointe principale était une femme d'une cinquantaine d'années, avec des cheveux grisonnants attachés en un chignon serré et des yeux qui semblaient gentils mais avaient probablement vu toutes les formes imaginables de cruauté humaine. Ils se présentèrent, l'adjoint James Martinez et le sergent Alan Kslowski, et demandèrent si nous pouvions parler quelque part en privé. Une infirmière nous dirigea vers une petite salle de consultation juste à côté du couloir principal des urgences. Le sergent Kslowski sortit un petit appareil d'enregistrement. « Madame Harper, nous allons enregistrer votre déclaration. Prenez votre temps. Racontez-nous tout ce qui s'est passé, et nous poserons des questions de clarification au besoin. » Pour la 3e fois cet après-midi-là, je racontais le dîner de Thanksgiving. Mais cette fois, j'étais plus détaillé, plus spécifique. Les adjoints écoutèrent avec une attention concentrée. Le sergent Kuzlowski prenait des notes écrites tandis que l'enregistreur captait ma voix. Quand je mentionnais la tentative de virement bancaire échouée 2 mois auparavant, la tentative de Tyler de voler $15 000 en utilisant mes informations de sécurité personnelle. Les expressions des 2 adjoints s'aiguisèrent. « Madame, avez-vous déposé un rapport concernant cet incident ?» demanda l'adjoint Martinez. « Pas encore, mais j'ai toute la documentation de ma banque. »« Nous aurons besoin de la voir, » dit le sergent Kslowski. L'exploitation financière combinée à l'agression physique. C'est un schéma que nous observons fréquemment dans les cas de maltraitance envers les personnes âgées. Ce n'était pas juste une dispute familiale qui a dégénéré. C'était une escalade d'une situation continue. Ils demandèrent les coordonnées de Catherine, prirent des copies des alertes de fraude bancaire sur son téléphone, puis demandèrent la permission de photographier ma blessure. Le sergent Kazlowski prit des photos sous plusieurs angles avec un appareil photo professionnel. Des gros plans de la coupure, des plans plus larges montrant ma blouse tachée de sang, mon col imbibé de vin, l'épuisement et le stress visible sur mon visage. « Nous allons mettre votre blouse dans un sac comme preuve, » dit l'adjoint Martinez. « Avez-vous autre chose à porter ?» Une infirmière m'apporta des scrubs d'hôpital. Je me changeai dans la salle de bain, décollant soigneusement la blouse abîmée. En la regardant, les taches de vin, le sang, la preuve physique de ce que ma belle-fille avait fait, quelque chose se brisa en moi. C'était vraiment en train de se produire. Ma famille avait vraiment essayé de me détruire. Quand j'en suis sorti, le sergent Kslowski parlait doucement avec Catherine. Elle se tourna vers moi avec une expression de compassion professionnelle. « Madame Harper, nous allons contacter votre fils et votre belle-fille ce soir pour des déclarations. Sur la base de ce que vous nous avez dit et des preuves que nous avons documentées, nous allons déposer des accusations d'agression contre Megan. Étant donné les circonstances, cela sera probablement qualifié d'agression avec une arme mortelle causant des blessures graves. C'est un crime de classe en Caroline du Nord. Que se passe-t-il ensuite, demandai-je. Elle sera arrêtée probablement demain matin. Elle sera traitée, inculpée, et un juge fixera la caution. Vous pouvez demander une ordonnance de protection d'urgence, ce que je recommande fortement. Nous l'inclurons dans notre rapport. Après leur départ, un médecin vint enfin examiner ma blessure. Il était jeune, probablement un interne, avec des mains douces et une attitude calme au chevet du patient. Cela va nécessiter des points de suture, dit-il, nettoyant la zone avec un antiseptique qui piqua fortement. 6, peut-être 7. C'est profond mais propre. Ça devrait bien guérir, mais vous aurez une cicatrice. Pendant qu'il travaillait, enfilant l'aiguille à travers ma peau avec une précision minutieuse, je pensais à cette cicatrice. Comment je la verrais chaque jour pour le reste de ma vie? Comment elle serait un rappel permanent du jour où mon fils choisit son mariage en péril plutôt que sa propre mère? Le jour où j'ai enfin cessé de trouver des excuses à la famille et où j'ai commencé à me protéger à la place. Le médecin termina, appliqua un pansement et me remit des instructions de soins ainsi qu'une ordonnance d'antibiotiques. Catherine me ramena à la maison. Ma maison était sombre et vide quand nous nous garâmes dans l'allée. Une partie de moi s'attendait à ce que Tyler attende sur le porche, mais la rue était silencieuse, juste les sons lointains d'autres familles terminant leur célébration de Thanksgiving. « Vérifions les images », dit Catherine. Nous sommes allés directement à mon bureau, une petite pièce à l'arrière de la maison qui était l'ancien espace de travail de Michael. Son bureau était toujours là, celui qu'il avait remis à neuf à partir d'une trouvaille de vide-grenier il y a 30 ans. Je l'avais gardé exactement tel qu'il l'avait laissé, bien que mon ordinateur portable se trouvât là où se trouvaient autrefois ses registres comptables.
J'ai ouvert le système de stockage cloud que Marcus avait configuré, mes doigts tremblant légèrement en entrant le mot de passe. Catherine tira une chaise près de moi, ses lunettes de lecture posées sur son nez. Commencez à partir de leur arrivée, dit-elle doucement. J'ai cliqué sur le flux de la caméra du salon et j'ai fait glisser la chronologie jusqu'à 13h47. L'écran montrait mon salon vide, puis Tyler apparaissant dans l'encadrement de la porte, suivi des filles, puis de Megan. Nous avons regardé en silence l'après-midi se dérouler sous 4 angles différents. La caméra du salon a tout capturé avec une clarté brutale. Tyler et Megan s'installant sur le canapé, leurs postures identiques, tous deux penchés en avant, tous deux avec cette intensité répétée. Toutes les quelques secondes, ils se regardaient. Ces regards délibérés qui ressemblaient à des acteurs vérifiant leurs répliques. Les filles jouant sur le sol, devenant progressivement plus silencieuses, leur petit corps se tendant à mesure qu'elles sentaient que quelque chose n'allait pas. « Regardez ça », dit Catherine, mettant la vidéo en pause. Voyez à quel point ils sont synchronisés. Ce n'est pas une préoccupation spontanée. C'est une présentation répétée. Il avait raison. En la regardant de cette distance, une fois le choc et l'adrénaline dissipés, la chorégraphie était évidente. La façon dont Megan parlait, puis Tyler rebondissait sur ce qu'elle disait. La façon dont il se passait la conversation comme dans une course de relais. Ils avaient répété ça probablement plusieurs fois, affinant leur argumentaire jusqu'à ce qu'il semble naturel. Nous sommes passés à l'angle de la caméra de la salle à manger, observant l'escalade. Megan se levant, sa voix montant. Tyler la rejoignant, son personnage de vendeur se fissurant en colère sincère. Et moi assise dans le fauteuil de Michael, ma voix calme et posée tout du long. Mon visage impassible, mes mains fermes. Vous avez l'air complètement rationnel, observa Catherine. Même quand il crie, vous êtes mesuré et calme. C'est crucial, Linda. Cela montre que vous n'étiez pas l'agresseur. Vous n'étiez pas émotive ou hors de contrôle. Vous mainteniez simplement vos limites. La caméra de la cuisine montra Megan saisissant le verre de vin. Nous avons observé sa main trembler, vu son visage se déformer de rage alors qu'elle le ramassait. Catherine rejoua cette section 3 fois, observant le moment exact où la colère de Megan se transforma en action. Prémédité, murmura Catherine. Ce n'était pas un lancer réflexe. Elle a ramassé le verre, l'a tenu pendant 2 secondes complètes pendant qu'elle criait, puis a pris la décision de le lancer. C'est une agression intentionnelle, pas une réaction spontanée. Puis nous sommes passés à la caméra du couloir avec le grand angle qui capturait le salon, la salle à manger et l'entrée principale tout à la fois. C'est l'angle qui montrait tout. Le verre a volé à travers le cadre au ralenti. Je pouvais voir le vin se répandre à l'intérieur du cristal alors qu'il tombait dans les airs. L'impact contre ma tempe, ma tête basculant légèrement sur le côté, le sang immédiatement visible, le verre se brisant, des morceaux tombant sur le tapis. Le cri de Sophia était assez fort pour que l'audio sature et se déforme légèrement. Mais ce qui me serra la poitrine fut ce qui vint ensuite. Tyler ne bougea pas vers moi. Il se tourna vers Megan, tendit la main vers elle, la serra dans ses bras pendant qu'elle commençait à sangloter. Les filles pleuraient dans le coin et je restais là, toucher ma tempe saignante, marcher calmement vers la salle de bain. Il ne vous a pas vérifié, dit Catherine, sa voix dure. Sa mère saigne d'une blessure à la tête et il réconforte sa femme à la place. Cela dit à un jury tout ce qu'il a besoin de savoir sur ses priorités. Nous regardons le reste. Ma sortie sereine, ma déclaration silencieuse qu'il devait partir, Tyler me suivant à la porte, trouvant encore des excuses pour Megan. Tout cela capturé avec une clarté parfaite, avec des horodatages et un enregistrement audio qui tiendrait en toute cour. C'est une preuve extraordinaire, dit Catherine finalement. Vidéo claire, plusieurs angles, audio clair, aucune ambiguïté. Vous paraissez rationnel et en contrôle tout du long. Elles semblent avoir répété et ensuite être devenues incontrôlables. Le rêve d'un procureur. J'ai enregistré des extraits des 4 angles dans un dossier séparé. Mes mains étaient plus fermes maintenant, le choc cédant la place à quelque chose de plus froid et de plus concentré. Catherine a fermé son ordinateur portable et a sorti un dossier différent que je n'avais jamais vu auparavant. Linda, il y a autre chose dont nous devons discuter. Quelque chose que j'ai découvert pendant que vous vous prépariez pour aujourd'hui. Elle a étalé des documents sur le vieux bureau de Michael. Des relevés financiers, des dépôts de propriété,
des demandes de vérification d'emploi, des rapports de crédit. J'ai approfondi l'enquête sur la situation de Tyler et Meghan, a-t-elle dit. Ce que j'ai trouvé est pire que ce que nous pensions initialement. Elle m'a expliqué les choses pièce par pièce, son doigt traçant des lignes de données qui peignaient un tableau dévastateur. La maison de ville de Tyler et Meghan à Cary, achetée il y a 5 ans pour 340 000 $, ne valait plus que 300 000 $. L'ensemble du marché immobilier de cette région s'était assoupli, mais ils avaient également laissé la propriété se détériorer. Ils étaient sous l'eau de 40 000 $, devant plus que la valeur de la maison. 4 cartes de crédit, toutes à leur limite. Dette totale, 68 000 $. Taux d'intérêt allant de 19% à 24%. Des taux prédateurs qui signifiaient que leur paiement mensuel minimum était probablement proche de 1500 $ juste pour les dettes de cartes de crédit. Le leasing de l'Audi de Tyler, la voiture que j'avais vue dans mon allée quelques heures auparavant, avait 3 mois de retard sur les paiements. Un avis de reprise de possession avait été déposé la semaine dernière. Il était probablement à quelques jours de la saisie de la voiture. Ils ont manqué 2 paiements hypothécaires, dit Catherine, pointant un autre document. Les procédures de saisie sont prévues pour commencer en janvier. Ils ont peut-être 60 jours avant de perdre la maison de ville entièrement. Les chiffres nageaient devant mes yeux. Comment Tyler avait-il pu laisser les choses dégénérer à ce point? Mais Catherine n'avait pas fini. Elle a sorti des dossiers d'emploi, des documents officiels qu'elle avait dû obtenir par des voies légales que je ne voulais pas connaître. Les parents de Meghan, a-t-elle dit. Elle vous a dit qu'ils avaient pris leur retraite, n'est-ce pas? Qu'ils avaient vendu leur maison à Greensboro et cherchaient juste quelque chose dans la région. J'ai hoché la tête. C'est complètement faux. Catherine a étalé les lettres de licenciement. James, le père de Meghan, a été licencié des pompiers de Greensboro il y a 8 mois. Pas à la retraite, licencié. Il avait reçu 3 plaintes officielles sur 2 ans pour violation des protocoles de sécurité, se présentant au quart de travail sous influence. Ne parvenant pas à entretenir correctement l'équipement. Le dernier incident l'impliquait mettant en danger d'autres pompiers lors d'un exercice d'entraînement. Il a été licencié pour faute grave, ce qui signifie pas d'indemnité de départ, pension minimale. Elle a sorti un autre document. Patricia, la mère de Meghan, a été licenciée de son poste d'infirmière hospitalière il y a 6 mois. Plaintes multiples concernant les soins aux patients, erreurs de médication, non-respect des protocoles. Il y a eu un incident où elle a failli administrer le mauvais médicament à un patient cardiaque. L'hôpital lui a donné l'option de démissionner plutôt que d'être licencié, mais le résultat est le même. Pas d'allocation de chômage, pension minimale. Je me sentis mal. Donc, quand Meghan a dit qu'ils avaient pris leur retraite confortablement, elle a menti, dit Catherine d'un ton monocorde. Ils sont ruinés. Linda, entre eux, ils ont peut-être 2 000 $ par mois de revenus de pension. Cela ne couvrira le loyer nulle part dans le triangle. Ils ne cherchent pas un logement temporaire. Ils sont désespérés pour un logement permanent parce qu'ils n'ont nulle part ailleurs où aller. Elle a posé un dernier document. Et voici la partie qui relie tout. Il y a 3 semaines, quelqu'un a effectué une recherche approfondie de propriété sur votre maison. Ils ont consulté les évaluations fiscales, les comparables de ventes récentes, les informations de zonage, l'historique de propriété. Les recherches provenaient de l'adresse IP de Tyler. Il cherchait comment prendre ma maison, dis-je lentement. Non seulement il cherchait, mais il planifiait. Catherine se pencha en arrière dans sa chaise. Voici ce que je pense qu'il faisait. Première étape, installer les parents de Meghan comme résidents chez vous. Deuxième étape, créer des situations où vous semblez avoir besoin de supervision. Peut-être que vous oubliez des rendez-vous qu'ils prétendent que vous avez pris. Peut-être que vous avez de petits accidents qu'ils arrangent. Troisième étape, ils demandent une tutelle d'urgence, prétendant que vous montrez un déclin cognitif et ne pouvez pas prendre soin de vous-même en toute sécurité. Quatrième étape, une fois qu'ils ont la tutelle, ils ont l'autorité légale de prendre toutes les décisions concernant vos soins et vos biens. Cinquième étape, ils vendent votre maison, liquident vos investissements, vous placent dans un établissement de soins de longue durée Medicaid pendant qu'ils se partagent près de 2 millions de $. La pièce me parut soudain trop petite. Tyler ne me ferait pas ça. Linda, la voix de Catherine était douce mais ferme. Tyler a essayé de voler 15 000 $ de votre compte bancaire il y a 2 mois.
Il a 3 mois de retard sur ses paiements de voiture. Il fait face à une saisie immobilière. Sa belle famille est essentiellement sans abri. Et aujourd'hui, il s'est tenu dans votre salon et vous a traité de ridicule pour ne pas leur avoir donné accès à votre maison. Il n'est plus le fils que vous avez élevé. C'est un homme désespéré qui voit vos biens comme son seul moyen d'échapper à la ruine financière. Je fixais les documents étalés sur le bureau de Michael. Des chiffres et des lettres qui s'additionnaient pour former la trahison dans sa forme la plus pure. L'agression d'aujourd'hui n'était pas prévue, continua Catherine. C'est Megan qui a perdu le contrôle parce que vous avez refusé de coopérer, mais cela joue en votre faveur. Sa rage a révélé leur désespoir avant qu'ils ne puissent exécuter le plan plus lent, plus insidieux. Ce verre de vin a été terrible sur le moment, mais il a pu vous sauver de quelque chose de bien pire. Nous nous sommes assis en silence un long moment. Le seul bruit, le léger ronronnement du ventilateur de mon ordinateur. Finalement, Catherine a sorti un bloc-notes juridique et a commencé à faire une liste. Voici ce que nous devons faire immédiatement. Premièrement, déposer une demande d'ordonnance de protection d'urgence contre Megan en utilisant la preuve vidéo qui se produira demain matin. Deuxièmement, déposer une plainte formelle concernant l'exploitation financière auprès de la police de Durham, y compris tous les relevés bancaires et les preuves d'adresse IP. Troisièmement, réviser votre testament à nouveau avec un langage de protection encore plus fort. Nous ajoutons des clauses spécifiques concernant la situation financière de Tyler et la tentative de manipulation. Quatrièmement, établir les fiducies d'éducation pour Sophia et Olivia avec un fiduciaire indépendant complètement séparé de tout héritage que Tyler pourrait recevoir. Cinquièmement, nous compilons toute cette documentation financière pour établir le motif des accusations de maltraitance envers les personnes âgées. Elle travaillait méthodiquement, écrivant des noms d'avocats, des numéros de dossiers de tribunal, des délais. Je la regardais créer une forteresse de protection légale autour de ma vie, autour de la maison que Michael et moi avions construite ensemble, autour des biens que nous avions mis 30 ans à accumuler. Ils vont paniquer quand Megan sera arrêtée, avertit Catherine, levant les yeux de ses notes. Probablement demain matin. Tyler vous appellera. Il enverra des SMS. Il pourrait se présenter à votre porte. Linda, vous ne pouvez pas interagir avec lui. Pas même pour lui dire de vous laisser tranquille. Tout contact pourrait être utilisé par leur avocat pour prétendre que vous n'avez pas vraiment peur, que l'agression n'était pas aussi grave que vous le prétendez, qu'il ne s'agit que d'un conflit familial démesuré. Que dois-je faire s'il se présente? Vous appelez la police immédiatement. Vous n'ouvrez pas la porte. Vous ne répondez pas aux SMS ou aux appels. Toute communication passe par moi. Je serai votre barrière entre vous et eux. Il était presque minuit lorsque Catherine a finalement rassemblé ses affaires pour partir. Je l'ai raccompagnée à la porte, mon corps endolori par la fatigue, les points de suture à ma tempe battant à chaque battement de cœur. À la porte, elle s'est tournée et m'a saisi les 2 épaules, me regardant directement dans les yeux. Linda, ce qui s'est passé aujourd'hui était horrible. Vraiment horrible. Mais étrangement, ce verre de vin a été un cadeau. Il a révélé leur vraie nature avant qu'ils ne puissent exécuter leur vrai plan. Si Megan n'avait pas perdu le contrôle, s'ils avaient réussi à faire entrer ses parents dans cette maison, vous auriez à mener une bataille beaucoup plus difficile dans 6 mois. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Allez dormir, dit Catherine. Demain commence le processus légal. Ça va être difficile, mais vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous. Après son départ, je me suis tenu dans ma maison tranquille, entouré de souvenirs et de preuves et des débris de ce qu'était devenu ma famille. La dinde de Thanksgiving gisait froide et oubliée dans la cuisine. La vaisselle était toujours dressée sur la table de la salle à manger. Des taches de sang marquaient le tapis là où je m'étais tenu après que Megan ait jeté le verre. J'ai parcouru chaque pièce, éteignant les lumières, vérifiant les serrures. Les caméras enregistraient toujours, continueraient d'enregistrer chaque instant jusqu'à ce que cela soit terminé. Dans ma chambre, je me suis regardé dans le miroir. Le pansement sur ma tempe semblait d'un blanc éclatant sur ma peau pâle. Mes yeux semblaient plus vieux qu'ils ne l'étaient ce matin, comme si j'avais vieilli de plusieurs années en un seul après-midi. Je me suis glissé dans mon lit de mon côté du matelas, laissant le côté de Michael vide par habitude. Dehors, le quartier était silencieux. D'autres familles dormaient après leur dîner de Thanksgiving, ignorant qu'à 3 pâtés de maison, une mère venait de regarder des séquences vidéo de son propre fils choisissant sa femme plutôt que son corps en sang.
J'ai fermé les yeux, mais le sommeil tarda à venir. Je me réveillai vendredi matin à la lumière gris pâle filtrant à travers les rideaux de ma chambre. Ma tante battait d'une douleur sourde et persistante. Pendant quelques secondes désorienté, j'oubliais ce qui s'était passé. Puis je touchai le pansement sur mon front, et tout me revint en mémoire. Je fis du café dans la tasse de Michael et m'assis à la table de la cuisine, fixant les taches de sang séchées sur le tapis près du salon. Je devrais les nettoyer, pensai-je distraitement. Mais je ne pouvais pas me résoudre à bouger. À 9h47 du matin, mon téléphone vibra avec un SMS de Catherine. Mandat d'arrêt exécuté. Megan en garde à vue. Je restai très immobile, le café refroidissant dans mes mains, essayant d'imaginer ce qui se passait à 40 minutes de là, à Carrie. Des adjoints à la porte de Tyler et Megan. Le coup qui vous réveille de votre sommeil désespéré. Megan se faisant dire qu'elle était en état d'arrestation pour agression avec une arme mortelle. Des menottes. La marche jusqu'à la voiture de patrouille pendant que les voisins regardaient par les fenêtres. Les jumelles étaient-elles là? Sophia et Olivia ont-elles vu leur mère emmenée par la police? Une partie de moi se sentait mal à l'idée. Une partie de moi ressentait quelque chose de plus sombre, une sombre satisfaction que la justice se fasse, que les conséquences étaient réelles, que Megan ne pouvait pas lancer un verre à la tête de quelqu'un et s'en sortir avec de simples excuses. Mon téléphone sonna à 10h23 du matin. Le nom de Tyler s'afficha à l'écran. Je le fixai, le regardai sonner jusqu'à la boîte vocale. J'écoutai la notification indiquant qu'il avait laissé un message. Je ne l'ai pas écouté. Le téléphone sonna de nouveau à 10h31. Tyler, message vocal. 10h45. Tyler, message vocal. 11h02. Tyler, message vocal. À midi, j'avais cessé de compter. Mon téléphone vibrait constamment, l'écran s'illuminant avec son nom encore et encore comme une accusation. J'ai désactivé la sonnerie et j'ai posé le téléphone face contre terre sur le comptoir. Catherine appela à 13h15. Comment allez-vous? Tyler a appelé toute la matinée. Je sais. Il a appelé mon bureau 26 fois depuis 10 heures. Je n'ai pas répondu. Vous ne devriez pas non plus. Je ne l'ai pas fait. Bien. Il y eut une pause. Puis la voix de Catherine s'adoucit légèrement. Linda, je sais que c'est difficile. C'est votre fils, mais tout contact en ce moment pourrait être utilisé contre vous. Leur avocat, et ils prendront un avocat, argumentera que si vous aviez vraiment peur d'eux, vous ne prendriez pas leurs appels, que l'agression n'était pas grave, que ce n'est qu'un conflit familial que vous instrumentalisez. Je comprends. Elle a payé sa caution il y a environ 1 heure, 15 000 $. Tyler a probablement utilisé une autre carte de crédit ou emprunté à quelqu'un. Elle est libre, mais elle est soumise à des conditions, pas de contact avec vous, remise du passeport, promesse de comparaître à toutes les dates d'audience. Après que nous ayons raccroché, j'ai vérifié mon téléphone. 17 appels manqués. Tous de Tyler. 3 messages vocaux que je n'écouterai pas. 2 messages textes. Le premier, maman, s'il te plaît, décroche. Nous devons parler de ça. Megan ne voulait pas te faire de mal. Elle est dévastée. Les filles ont peur. S'il te plaît. Le second, je n'arrive pas à croire que tu fasses ça à notre famille. J'ai posé le téléphone et je suis parti. À 15h30, Catherine a envoyé un nouveau SMS. Ordonnance de protection accordée. Le juge Martinez a examiné les images et a signé immédiatement. Megan ne peut pas s'approcher à moins de 150 mètres de vous ou de votre propriété. Toute violation entraînera une arrestation immédiate. J'aurais dû ressentir un soulagement. Au lieu de cela, je me sentais vide. Ma belle-fille ne pouvait plus m'approcher. Mon fils appelait désespérément, essayant de combler un abîme qui s'élargissait à chaque sonnerie sans réponse. Mes petites filles étaient quelque part, se faisant raconter des choses sur leur grand-mère qui façonneraient la façon dont elles se souviendraient de moi pour toujours. Au moment où je suis allé me coucher vendredi soir, Tyler avait appelé 43 fois. Le cabinet de Catherine avait compté. Aucun des appels n'a été répondu. Je me suis endormi, mon téléphone silencieux, l'écran noir, les notifications s'empilant comme des pierres. Le samedi matin, je me suis réveillé avec un objectif.
Catherine avait fixé un rendez-vous au quartier général de la police de Durham à 10 heures. Je me suis habillé soigneusement. Blouse conservatrice, pantalon, bijoux minimalistes. Je voulais avoir l'air compétente, crédible, comme une femme qui savait ce qu'elle voulait et à qui on pouvait faire confiance. Catherine m'a rencontré sur le parking, portant une mallette en cuir qui avait l'air solide et sérieuse. Prête comme je ne l'aurais jamais été. L'intérieur du poste de police sentait le café et le désinfectant. Nous avons été dirigés vers le bureau du détective Sarah Kosloff au 2e étage. C'était une femme fin cinquantaine aux cheveux gris fer tirés en un chignon soigné et des yeux qui semblaient gentils mais avaient probablement vu toutes les variations de la cruauté humaine. Madame Harper, mademoiselle Brennan, veuillez vous asseoir. Le détective Kosloff désigna 2 chaises en face de son bureau. J'ai examiné le rapport préliminaire d'agression de Thanksgiving. Je comprends que vous êtes ici pour déposer une plainte supplémentaire concernant l'exploitation financière. Oui, dit Catherine, sortant des documents de sa mallette. Au cours des 3 derniers mois, le fils de Madame Harper, Tyler, a fait plusieurs tentatives pour accéder à ses comptes bancaires sans autorisation, en utilisant des informations personnelles que seuls les membres de la famille connaîtraient. Pendant l'heure suivante, nous avons tout expliqué au détective Clough. L'alerte de fraude initiale de la banque. L'adresse IP remontant à la maison de ville de Tyler. La chronologie montrant que les tentatives d'accès coïncidaient exactement avec les visites de Tyler à ma maison. Les questions de sécurité. Le nom de jeune fille de la mère de Michael. Notre adresse de rue universitaire. Le nom de notre premier chien. Des informations que Tyler avait recueillies au cours d'années de dîners de famille et de célébrations de fêtes. Le détective Clough prenait des notes, son expression devenant plus sombre à mesure que nous progressions. L'exploitation financière d'adultes vulnérables est l'un des crimes à la croissance la plus rapide en Caroline du Nord, dit-elle. La plupart des victimes ont plus de 60 ans. La plupart des auteurs sont des membres de la famille. Le fait que cela ait dégénéré en violence physique suggère qu'ils devenaient désespérés. Ils font face à une saisie immobilière, ajouta Catherine. À 2 mois de perdre leur maison, une dette importante sur leur carte de crédit. La pression financière montait. Le détective Kosloff hocha lentement la tête. Ça correspond à ce que nous voyons. Désespoir financier plus accès familial égale exploitation. J'ouvre une enquête formelle aujourd'hui. Nous demanderons une assignation à comparaître pour les relevés bancaires. Obtenez l'historique complet des tentatives d'accès. Madame Harper, je veux que vous compreniez que cela prendra du temps. Les crimes financiers sont complexes à poursuivre, surtout lorsque des relations familiales sont impliquées. Je comprends, dis-je. Je veux juste le documenter. Je veux une trace que cela s'est produit. Vous l'aurez, promit le détective Clough. Dans la semaine, la banque a fourni des dossiers complets à la police. Non seulement la tentative de virement échouée dont j'avais connaissance, mais de multiples tentatives sur 3 mois. Tyler et Megan s'étaient entraînés, testant mes protocoles de sécurité, apprenant quelles questions ils pouvaient répondre, se préparant à un vol plus important. Le système de détection de fraude de la banque avait bloqué toutes les tentatives. Mais le schéma était clair. Systématique, délibéré, en escalade. Lundi après-midi, Catherine et moi avons rencontré Gerald Hoffman dans son bureau du centre-ville. C'était notre 3e réunion d'avocats en une semaine, mais celle-ci semblait la plus permanente, la plus définitive. Nous construisons ce que j'appelle un testament blindé, expliqua Gerald, étalant des documents sur sa table de conférence. Non seulement un langage protecteur, mais des conséquences punitives pour tout défi ou manipulation. Nous avons passé 3 heures à examiner chaque clause, chaque éventualité, chaque vecteur d'attaque possible que Tyler ou Megan pourraient utiliser pour contester ma succession. L'approche de Gerald était méthodique et impitoyable. Tyler est resté bénéficiaire. Je n'étais pas prête à déshériter complètement mon fils unique, une part têtue de moi espérant encore une réconciliation dans les années à venir. Mais les conditions étaient incassables. Aucune contestation du testament pour quelque raison que ce soit. Aucune allégation d'incompétence ou d'influence indue. Aucune tentative d'accéder à mes biens avant mon décès par tutelle ou procuration. Toute violation de ces conditions déclencherait une déshérence complète. Tyler ne recevrait rien, pas $1, pas une photographie, rien. Nous créons également des fiducies d'éducation distinctes pour vos petites filles, dit Gerald. $200 000 chacune,
géré par un fiduciaire indépendant, que Catherine recommandera. Les filles reçoivent l'argent à l'âge de 25 ans, quels que soient les actes ou les dires de leurs parents. Tyler et Meghan ne peuvent pas y toucher, ne peuvent pas le contester, ne peuvent pas l'utiliser comme levier. Ces filles méritent un avenir même si leurs parents sont des prédateurs, dis-je, ma voix se brisant légèrement. Gérald me regarda par-dessus ses lunettes de lecture. Vous protégez des innocents tout en punissant la manipulation. C'est exactement ce qu'une bonne devrait faire. 3 témoins du cabinet de Gérald, des personnes que je n'avais jamais rencontrées et qui n'avaient aucun lien avec Tyler ou Meghan, me regardèrent signer le document. Chaque page fut paraphée, notariée, déposée auprès du greffier du comté. Au moment où nous eûmes terminé, ma succession était une forteresse juridique qu'une armée d'avocats aurait mis des années à pénétrer. Le mardi après-midi, je lisais dans mon salon quand la sonnette retentit. Le son me fit tressaillir. J'étais nerveuse depuis Thanksgiving, sursautant à chaque bruit inattendu. J'ai tiré le flux de la caméra de sécurité sur mon téléphone. Tyler se tenait sur mon porche, l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 5 jours. Mal rasé, des vêtements froissés qui pourraient être les mêmes que ceux qu'il portait à Thanksgiving. Des cernes sombres sous des yeux injectés de sang. Il avait l'air brisé. Une partie de moi voulait ouvrir la porte. Une partie de moi voulait le materner, réparer ce qui n'allait pas. Tout arranger comme je l'avais fait quand il était petit et que le monde lui faisait mal. Mais j'avais appris que certaines blessures sont auto-infligées. Certaines douleurs sont méritées. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone, créant une barrière technologique entre nous. L'ordonnance de protection ne vous inclut pas, mais je vous demande de partir. La voix de Tyler vint, minuscule et désespérée. Maman, s'il te plaît, juste 5 minutes. J'ai besoin d'expliquer. J'ai besoin que tu comprennes. Comprendre quoi, l'interrompis-je. Que tu as essayé de voler 15 000 $ de mon compte bancaire? Que tu as recherché la valeur de ma propriété pour planifier comment prendre ma maison? Que tu t'es tenu dans mon salon en me traitant de ridicule pendant que ta femme me jetait un verre à la tête? Son visage se froissa sur l'écran. Nous étions désespérés, maman, la maison de ville, nous allons la perdre. Les frais d'avocat de Meghan vont nous détruire. Ses parents n'ont nulle part où aller. Les filles, arrête, dis-je, ma voix plus dure que je ne l'avais jamais utilisée avec lui. Tyler, je t'ai mieux éduqué que ça. Je t'ai appris l'intégrité, à demander de l'aide honnêtement au lieu d'essayer de la manipuler. Tu n'es pas venu me dire, maman, nous avons des difficultés financières. Tu as essayé de pirater mon compte bancaire. Tu as essayé de faire entrer les parents de Meghan chez moi comme première étape d'un plan de tutelle. Ce n'est pas du désespoir. C'est de la trahison. Je ne savais pas que Meghan allait, oui, tu savais. Tu es resté là et tu l'as regardé s'énerver. Tu as crié avec elle. Tu m'as traité d'égoïste et de ridicule. Et quand elle a jeté ce verre, tu ne m'as pas protégé. Tu l'as réconforté. Le silence s'étira entre nous, filtré par un interphone et une porte verrouillée. J'ai mis à jour mon testament, continuai-je. Tu y es toujours, mais avec des conditions. Toute tentative de le contester, toute allégation d'incompétence de ma part, toute manœuvre juridique pour accéder à mes biens avant mon décès, tu n'obtiendras rien. Il y a des fiducies d'éducation pour Sophia et Olivia que tu ne peux pas toucher. C'est ce qu'il reste, Tyler. C'est ce qu'il reste de notre relation. Maman, sa voix se brisa. Je t'aime, Tyler. Je t'aimerai toujours, mais je ne te fais plus confiance. Et je ne suis même plus sûr d'aimer la personne que tu es devenue. Si tu veux une relation avec moi à l'avenir, ce sera selon mes conditions, avec des limites claires et seulement après que tu aies fait un sérieux travail sur toi-même. D'ici là, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. J'ai éteint l'interphone et j'ai regardé par la caméra alors qu'il se tenait là, la bouche s'ouvrant et se fermant comme s'il essayait de trouver des mots qui ne venaient pas. Ses épaules tremblaient. Il a peut-être pleuré. Il est resté sur mon porche pendant 4 minutes et 17 secondes. J'ai chronométré, regardant le flux de sécurité, ma propre vision se brouillant de larmes que je refusais de laisser tomber. Puis il s'est retourné et est retourné à sa voiture, l'Audi qui serait probablement reprise dans quelques jours, et est parti. Je me suis assise sur le sol de mon couloir, le dos contre le mur sous la caméra qui avait tout enregistré, et je me suis permis de pleurer pour la première fois depuis Thanksgiving. Pas pour ma blessure,
pas pour l'agression, mais pour la mort de la relation que je pensais avoir avec mon fils. Pour la réalisation que le Tyler que j'avais élevé, le garçon qui avait pleuré dans mes bras après son premier chagrin d'amour, qui m'avait appelé du collège juste pour entendre ma voix, avait disparu. Remplacé par un homme désespéré qui me voyait comme un obstacle entre lui et sa survie financière. Quand les pleurs ont enfin cessé, j'étais vide et épuisé et étrangement en paix. Les caméras continuaient d'enregistrer. La maison restait silencieuse et j'ai commencé à comprendre ce que signifiait se choisir soi-même plutôt qu'une famille qui avait déjà choisi de me détruire. Les semaines après la confrontation de Tyler sur le porche se sont confondues dans un rythme étrange de procédures judiciaires et de normalité forcée. Je me réveillais, faisais du café, vérifiais les caméras de sécurité par habitude même si personne ne venait. Je m'occupais des roses de Michael le dimanche. J'assistais à mon groupe de soutien au deuil le jeudi. Et tous les quelques jours, Catherine appelait pour me donner des nouvelles des dates d'audience, des requêtes déposées et rejetées. L'affaire de Megan a avancé dans le système judiciaire avec une lenteur bureaucratique. Son inculpation a eu lieu 2 semaines après Thanksgiving. Catherine y a assisté en mon nom pendant que je restais à la maison, ne voulant pas m'asseoir dans la même salle d'audience que la femme qui m'avait agressé. Megan a plaidé non coupable initialement, ce qui n'a surpris personne. Son avocate était une jeune avocate commise d'office nommée Marcus Webb, sans lien avec le consultant en sécurité qui avait installé mes caméras. Il avait à peine 30 ans, l'air épuisé comme le sont toujours les avocats commis d'office, gérant trop de cas avec trop peu de ressources. Catherine a dit qu'il l'avait approché avant l'audience pour discuter d'un accord de plaidoyer. Il a vu la vidéo, Catherine me l'a dit autour d'un café à notre panera habituel. Il sait qu'elle ne peut pas gagner au procès. Il essaie de minimiser les dégâts. Les négociations de plaidoyer s'étirèrent sur des mois. L'avocat de Megan argua que c'était un incident unique, lié au stress, complètement hors de caractère. Il soumit des lettres d'anciens collègues de l'hôpital où elle avait travaillé avant la naissance des jumelles, la décrivant comme compatissante et patiente. Des lettres de ses parents, les mêmes parents qui avaient été licenciés de leur emploi, mais qui étaient maintenant dépeints comme des citoyens respectables. Même une lettre de Tyler décrivant Megan comme une mère dévouée submergée par la pression financière. La procureure, une femme directe nommée Diana Chin, répliqua avec les images de sécurité. Elle fit regarder à la cour les 4 angles de caméra. Elle souligna le caractère répété de leur argumentaire, la coordination, l'escalade qui montrait de la préméditation plutôt qu'une perte de contrôle spontanée. Elle n'a pas seulement jeté du vin dans un moment de colère, argua Diana lors d'une audience à laquelle j'assistais par vidéoconférence. Elle a ramassé un lourd verre en cristal, l'a tenu pendant 2 secondes complètes pendant qu'elle continuait de crier, puis a pris la décision délibérée de le lancer à la tête d'une femme âgée. C'est une agression avec une arme mortelle, pas une réaction spontanée. Le juge Martinez, une femme sévère d'une 60aine d'années, qui me rappelait ma directrice de lycée, regarda les images 3 fois séparément en chambre. Catherine dit que le visage du juge resta impassible tout du long, mais elle prit des notes détaillées. Fin mars, 4 mois après Thanksgiving, Megan accepta un accord de plaidoyer. Agression causant des blessures graves, réduite de l'accusation initiale de crime d'agression avec une arme mortelle. 18 mois de probation avec des conditions strictes, 200 heures de service communautaire, des séances obligatoires de gestion de la colère, une séance par semaine pendant toute la période de probation, et la partie qui comptait le plus pour moi, une ordonnance de protection permanente. Megan ne pouvait pas s'approcher à moins de 150 mètres de moi ou de ma propriété pour le reste de sa vie. Elle ne pouvait pas me contacter directement ou par l'intermédiaire de tiers. Elle ne pouvait pas assister à des événements où j'étais présente. Si je me présentais à une future remise de diplôme scolaire pour Sophia ou Olivia, Megan devrait partir. L'aspect de la maltraitance envers les personnes âgées est noté dans le dossier judiciaire, expliqua Catherine après l'audience de condamnation. Mais il n'a pas été poursuivi comme une accusation distincte. Le juge voulait qu'il soit documenté au cas où il y aurait un schéma de comportement futur. J'aurais dû me sentir victorieuse. Au lieu de cela, je me sentais vide. Ma belle-fille avait maintenant un casier judiciaire. La femme de mon fils était une criminelle condamnée. Mes petites filles grandiraient en sachant que leur mère avait agressé leur grand-mère. L'enquête du détective Koslov sur l'exploitation financière dura plus longtemps et aboutit à des résultats qui me laissèrent frustré et en colère. En avril, elle avait tout documenté. Les multiples tentatives d'accès sur 3 mois.
Les adresses IP remontant toutes à la maison de ville de Tyler. Les questions de sécurité que seule la famille connaîtrait. Le schéma d'escalade clairement visible dans les relevés bancaires. Elle présenta tout cela au bureau du procureur du comté de Durham, recommandant des accusations de tentative d'exploitation financière d'un adulte vulnérable. Le procureur refusa de poursuivre. Étant donné la relation familiale et le fait qu'aucun fonds n'a été réellement volé, expliqua le procureur adjoint lors d'un appel téléphonique que Catherine mit en haut-parleur dans son bureau, nous ne pensons pas que des accusations criminelles soient justifiées à l'heure actuelle. Ces cas sont extrêmement difficiles à poursuivre. Les jurys sont sympathiques aux difficultés financières familiales, et sans vol réel, nous perdrions probablement au procès. Le visage de Catherine devint rouge. Il a tenté de voler plusieurs fois. C'est un crime, qu'il ait réussi ou non. C'est comme dire qu'une tentative de meurtre ne compte pas parce que la victime n'est pas morte. Je comprends votre frustration, mademoiselle Brennan, mais notre bureau doit allouer les ressources de manière stratégique. Nous poursuivons vigoureusement l'affaire d'agression. L'affaire financière est mieux gérée par des recours civils et des protocoles bancaires. Après la fin de l'appel, Catherine resta furieuse dans son fauteuil de bureau. C'est exactement le problème avec la poursuite des abus envers les personnes âgées. Les jurys voient des enfants adultes en difficulté financière et pensent, eh bien, le parent a de l'argent. Pourquoi ne devrait-il pas aider? Ils ne le reconnaissent pas comme un vol. Mais si le système judiciaire ne punirait pas Tyler, le système bancaire le fit. Ma banque a signalé de manière permanente ces informations dans mes protocoles de sécurité. Ils ont créé des exigences d'authentification supplémentaires pour toute modification de compte. Maintenant, je devais me présenter en personne avec 2 pièces d'identité pour toute transaction importante. Ils ont attribué à mes comptes un statut de surveillance spéciale où toute activité inhabituelle déclencherait un examen manuel immédiat. Tyler ne pourrait plus jamais accéder à mon argent. La forteresse numérique que Catherine et moi avions construite était complète, même si la forteresse criminelle avait des failles. Nous déposons quand même tous les dossiers d'enquête, dit Catherine, organisant les documents dans un épais dossier. S'il essaie de nouveau quoi que ce soit, toute manipulation financière, toute demande de tutelle, toute action en justice, nous avons un schéma établi de comportement prédateur documenté dans des rapports de police officiels. Ce n'est pas une victoire, Linda, mais c'est une protection. La lettre commença en février, un mois après la confrontation de Tyler à ma porte. La première arriva dans une simple enveloppe blanche avec l'adresse de retour de Tyler à Carrie, manuscrite, non tapée. Son écriture semblait plus tremblante que je ne m'en souvenais. Maman, je suis tellement désolé. Je sais que le dire ne change rien, mais je dois te faire savoir que je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Megan était sous tellement de stress. La maison de ville, ses parents, les filles. J'aurais dû te protéger. J'aurais dû l'arrêter avant que les choses ne dégénèrent. J'ai échoué en tant que fils. Je suis désolé. Je l'ai lu une fois, assise à ma table de cuisine avec mon café qui refroidissait. Puis je l'ai rangé dans un dossier que j'ai étiqueté, preuve Tyler, et que je mis dans le classeur de mon bureau. La deuxième lettre arriva une semaine plus tard, plus longue, plus détaillée. Maman, je dois te faire comprendre ce à quoi nous étions confrontés. L'hypothèque était en retard de 3 mois. Ils allaient saisir la maison. Nous allions tout perdre. La maison, notre crédit, la stabilité dont les filles ont besoin. Les parents de Megan étaient vraiment désespérés. Je pensais que s'ils pouvaient rester avec toi temporairement, cela nous donnerait un répit pour trouver des solutions. Je n'ai jamais voulu prendre ta maison. Je voulais juste de l'aide. Celle-là, je l'ai lue 2 fois, analysant le langage. La façon dont il a présenté leur plan comme de l'aide plutôt que de la manipulation. La façon dont il a positionné leur crise financière comme mon problème à résoudre. Je l'ai classé avec la première lettre. Sur 7 mois, 10 autres lettres arrivèrent. Certaines étaient espacées de semaines. Certaines venaient par groupe. 3 lettres en 5 jours. Comme si Tyler était en train de sombrer et que l'écriture était son seul exutoire. La lettre 3 justifiait les tentatives d'accès bancaire. J'essayais juste de vérifier vos finances pour m'assurer que vous alliez bien, pour voir si vous aviez besoin d'aide pour gérer les choses. Les lettres 4 et 5 étaient purement apologétiques à nouveau, décrivant le stress de Megan, leurs conseils conjugaux, leurs efforts pour reconstruire.
La lettre 6 incluait des photos de Sophia et Olivia au concert de printemps de leur école avec une note. Les filles vous manquent tellement. Elles vous demandent constamment. Elles ne comprennent pas pourquoi grand-mère ne les voit plus. Celle-là atterrit comme un couteau entre mes côtes. Je fixais les photos, les jumelles en robes assorties tenant des flûtes à bec, souriant à la caméra, et ressentis un chagrin si aigu qu'il en était physique, mais je ne répondis pas car utiliser les filles comme levier émotionnel était de la manipulation et je le reconnaissais maintenant. Les lettres 7 et 8 devinrent subtilement accusatrices. Je n'arrive pas à croire que tu détruises notre famille pour une seule erreur. Meghan était en pleine dépression nerveuse. Il reçoit de l'aide maintenant. Gestion de la colère, thérapie, tout. Tu choisis ta maison et ta fierté plutôt que ton propre fils et tes petites filles. La lettre 9 était courte. Maman, s'il te plaît, parle-moi juste. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Les lettres 10 et 11 arrivèrent en juin, 7 mois après Thanksgiving. À ce moment-là, le ton de Tyler avait évolué vers quelque chose qui s'approchait de l'acceptation. Je sais que tu ne vas pas répondre. Je sais que j'ai détruit ta confiance, mais je dois te faire savoir que je t'aime. Je t'aimerai toujours. Et si jamais tu décides de vouloir parler, je suis là. J'ai lu chaque lettre une fois, les classées dans le dossier, et n'ai jamais répondu parce que les mots sur papier étaient faciles. Tyler pouvait élaborer des excuses, expliquer les circonstances, présenter le désespoir comme une justification. Mais je me souvenais de la réalité. Le calcul dans ses yeux pendant le dîner de Thanksgiving, l'argumentaire de vente que lui et Meghan avaient répété, la façon dont il avait réconforté sa femme au lieu de vérifier l'état de sa mère en sang. Les mots ne signifiaient rien comparé à ses souvenirs. Pendant que Tyler envoyait des lettres auxquelles je ne répondais pas, je reconstruisais lentement la vie qu'ils avaient essayé de me voler. 7 mois après Thanksgiving, un samedi matin début juin, je me tenais dans le bureau de Michael et pris une décision que j'avais évitée pendant 4 ans. La pièce était restée exactement telle qu'il l'avait laissée. Ses magazines de golf empilés sur le coin du bureau. Ses lunettes de lecture sur le rebord de la fenêtre, captant la lumière du matin. Son cardigan préféré, bleu marine avec des coudes usés, accroché à la chaise de bureau comme s'il était juste sorti un instant et allait revenir à tout moment. Je l'avais conservé comme un sanctuaire. Comme si garder tout figé signifiait que Michael n'était pas vraiment parti. Mais il était parti. Parti depuis 4 ans et j'étais toujours là, toujours vivante, toujours respirante, toujours capable de créer quelque chose de nouveau. J'ai commencé par les magazines, les ai recyclés, chacun d'eux. Les lunettes de lecture, je les ai soigneusement emballées et données au Lion Club. Le cardigan, je l'ai tenu un long moment, respirant le faible parfum qui aurait pu être Michael ou mon imagination, puis je l'ai plié doucement et l'ai ajouté à la boîte de dons. Ces clubs de golf, l'ensemble coûteux qu'il avait économisé 3 ans pour acheter. Je les ai donnés à un programme pour jeunes qui enseignait aux enfants défavorisés. Michael aurait aimé ça. L'après-midi, le bureau était vide. Juste le bureau et la chaise et les murs blancs de la fenêtre donnant sur le jardin où les roses de Michael fleurissaient toujours chaque été. J'ai acheté des fournitures d'aquarelle dans un magasin d'art près de Cameron Village. Chevalet, papier, pinceau, un ensemble de peintures pour débutants et des tubes avec des couleurs que je ne pouvais pas nommer. La jeune femme qui m'a aidé était patiente et enthousiaste, assumant probablement que j'étais une grand-mère essayant un nouveau passe-temps. Elle avait raison, je suppose. C'est exactement ce que j'étais. Au début, je peignais mal. Des paysages maladroits qui ressemblaient au travail d'un enfant. Des natures mortes de fruits qui ressemblaient plus à des taches colorées qu'à des pommes et des oranges, mais cela me donnait l'impression de respirer après avoir retenu mon souffle pendant des années. Chaque dimanche matin, je peignais pendant que le café refroidissait sur le bureau à côté de moi. J'ai rejoint le groupe de soutien des veuves que Patricia dirigeait, celui auquel j'assistais sporadiquement, mais sans jamais m'y engager pleinement. J'ai rencontré Janet, une professeure d'anglais à la retraite qui avait perdu son mari il y a 2 ans et qui avait un rire qui sonnait comme de la musique. Nous avons commencé à prendre le café après les réunions, puis le déjeuner le mardi, puis à planifier un voyage en voiture sur la Blue Ridge Parkway pour août. Catherine et moi sommes passés d'avocate et cliente à de véritables amies. Elle m'a invité au mariage de sa fille en mai, et je me suis assise à l'église, regardant une famille célébrée sans manipulation ni arrière-pensée, et j'ai pleuré des larmes de joie qui n'avaient rien à voir avec ma propre vie. Mes investissements se portaient bien.
La maison continuait de prendre de la valeur, valant maintenant plus de 2 millions. Selon la dernière évaluation, j'étais à l'aise, en sécurité, à l'abri du désespoir financier qui avait poussé Tyler et Meghan à la destruction. Et lentement, prudemment, j'apprenais ce que signifiait me choisir, protéger ma paix, reconnaître qu'aimer quelqu'un ne signifie pas se sacrifier sur l'autel de son dysfonctionnement. Les caméras continuaient d'enregistrer. Le verrou restait solide. Le testament restait incassable. Et j'apprenais enfin timidement à revivre. Le courrier arriva un mardi après-midi fin août, 8 mois après Thanksgiving. Je rentrais du supermarché, portant des sacs de produits frais du marché fermier quand je vis la petite enveloppe dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour, juste mon nom et mon adresse écrits en lettres soignées et délibérées, le genre d'écriture qui appartenait à un enfant qui apprenait encore la cursive, qui formait chaque lettre avec concentration et fierté. L'écriture de Sophia. Je posai les sacs de courses sur le comptoir de la cuisine et m'assis à la table avant de l'ouvrir. Mes mains tremblaient légèrement. Je savais que tout ce qui se trouvait à l'intérieur ferait mal parce que Tyler n'enverrait rien à moins de penser que cela ébranlerait ma résolution. À l'intérieur se trouvait une carte d'anniversaire, le genre bon marché que l'on achète au supermarché avec des fleurs génériques sur le devant. Mais ce qui me serra la poitrine, c'est ce que Sophia avait dessiné à l'intérieur. Un dessin au crayon de 3 personnes debout devant une maison. Moi reconnaissable à mes cheveux gris dessinés au crayon argenté. 2 petites figurines étiquetées Sophia et Olivia en lettres soignées. La maison derrière nous avait une porte rouge vif et des fleurs dans le jardin. Les roses de Michael probablement, bien qu'elles soient dessinées comme de simples cercles de différentes couleurs. Des cœurs flottaient dans le ciel autour de nous. Un soleil jaune avec des rayons comme un dessin d'enfant, simple et pur, en bas au crayon violet avec quelques lettres à l'envers. Tu me manques, grand-mère. Amour, Sophia et Olivia. Je suis resté assise à cette table de cuisine et j'ai pleuré pendant 2 heures d'affilée. Le genre de larmes qui viennent du fond de la poitrine, qui font trembler les épaules et laissent la gorge rauque. Le genre de larmes qui vous vide et vous laisse creuse et épuisé. J'ai regardé ce dessin et j'ai vu tous les anniversaires que j'avais manqués. Toutes les pièces de théâtre scolaire et les matchs de football et les premiers jours d'école. Tous les moments où Sophia et Olivia me chercheraient dans le public et je ne serais pas là. Mais je n'ai pas appelé Tyler parce que sous le chagrin, sous la douleur lancinante, j'ai reconnu exactement ce que c'était. Un levier émotionnel. Tyler s'était tenu au-dessus de Sophia pendant qu'elle dessinait ça, l'aidant probablement à épeler les mots, la coachant sur ce qu'il fallait dire. Il l'avait mise dans une enveloppe sans adresse de retour pour qu'elle semble spontanée et innocente, comme si les filles avaient fait ça toutes seules par pur amour pour leur grand-mère. La manipulation ne s'arrête jamais. Elle devient juste plus sophistiquée. Elle utilise des armes plus douces. J'ai mis la carte dans le dossier avec les 11 lettres de Tyler, les classées comme preuve, et je me suis forcé à finir de ranger les courses. Le lendemain était mercredi, mon jour de déjeuner habituel avec Catherine. Nous nous sommes rencontrés au Panera où nous avions d'abord élaboré ma défense 8 mois auparavant, un endroit qui était devenu familier et confortable. J'ai apporté la carte avec moi. Catherine l'a lue lentement, ses lunettes de lecture posées sur son nez, son expression soigneusement neutre. Quand elle eut fini, elle la posa sur la table entre nous et resta silencieuse un long moment. C'est l'une des choses les plus cruelles qu'ils aient pu faire, dit-elle finalement, utiliser ces filles comme otages émotionnels. Je sais. Ma voix sortit rauque. Je sais ce que c'est, mais savoir ne diminue pas la douleur. Catherine tendit la main à travers la table et me serra la main. Linda, laissez-moi vous rappeler quelque chose dont nous avons discuté au tout début. Quand Sophia et Olivia auront 18 ans, elles seront des adultes légaux. Elles pourront vous contacter directement. Tyler ne pourra pas les en empêcher. C'est dans 11 ans. Le calcul me parut écrasant. Elles ont 7 ans maintenant. Quand elles auront 18 ans, elles ne se souviendront même plus de moi. Peut-être, peut-être pas. Catherine se pencha en arrière dans sa chaise. Mais quand ce moment viendra, vous pourrez prendre un café avec elles. Vous pourrez tout leur montrer, les images de sécurité, les documents judiciaires, les tentatives de fraude bancaire, les lettres de Tyler. Vous pourrez expliquer ce qui s'est passé de votre point de vue, non filtré par l'histoire que Tyler leur aura racontée. Elles comprendront ou non. Mais au moins, elles entendront la vérité. Et si elles ne me croient pas, alors elles auront quand même 200 000 $ chacune qui les attendront dans des fiducies d'éducation que Tyler ne pourra pas toucher.
Un cadeau d'une grand-mère dont elles ne se souviendront peut-être pas, mais qui les aimait assez pour protéger leur avenir, même si cela signifiait se protéger de leurs parents. Je regardais la carte posée sur la table entre nous. L'écriture soignée de Sophia, les cœurs au crayon, la maison à la porte rouge. 8 ans de plus, dis-je. Les jumelles auront 15 ans quand j'en aurai 70, 18 ans quand j'en aurai 73. Vous aurez presque 70 ans quand vous pourrez les revoir. Vous aurez 69 ans, corrigea Catherine doucement. Toujours en bonne santé, toujours lucide, toujours vivant chez vous selon vos propres termes. Et ces filles seront assez âgées pour entendre des vérités compliquées sans que Tyler ne manipule la façon dont elle les interprète. Il avait raison. Je savais qu'elle avait raison. Mais le chagrin ne se souciait pas de la logique, de la stratégie ou de la planification à long terme. Le chagrin voulait juste tenir mes petites filles à nouveau. Je garde la carte, dis-je. Non pas pour me torturer, mais parce qu'un jour, quand Sophia aura 18 ans et sera assise en face de moi dans un café, me demandant pourquoi j'ai disparu, je veux lui montrer ça. Je veux qu'elle voie que son père a utilisé son amour comme une arme. Catherine hocha lentement la tête. C'est juste. C'est une preuve. Ne la laisse juste pas devenir quelque chose que tu fixes tous les jours. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai classée et j'ai essayé de me concentrer sur la vie que je construisais dans l'espace que Tyler et Meghan avaient essayé de voler. J'ai 61 ans. Il me reste peut-être 30 ans. Il m'en reste peut-être 3. Aucun de nous ne connaît notre date d'expiration. Michael n'en avait certainement aucune idée quand il est allé tondre la pelouse ce matin de juin il y a 4 ans. Mais quel que soit le nombre d'années qu'il me reste, je les vis délibérément, intentionnellement, selon mes propres conditions. Mon conseiller financier a appelé la semaine dernière avec le rapport d'investissement trimestriel. Tout se porte bien. Entre l'assurance vie de Michael, mes comptes de retraite et l'appréciation de la maison, je suis plus que confortable pour tout le reste de ma vie. Je n'aurai plus jamais à me soucier de l'argent ou à dépendre de qui que ce soit pour mon soutien. La maison continue de prendre de la valeur. Le quartier devient plus précieux chaque année à mesure que l'argent technologique afflue dans le Research Triangle. Ma maison coloniale à 4 chambres que nous avons achetée pour $185 000 en 1995 vaut maintenant plus de 2 millions. Selon la dernière évaluation du comté, Tyler et Meghan ont essayé de voler ça, ont essayé de me manipuler pour me l'enlever par de fausses préoccupations et des pressions familiales et finalement de la violence. Ils ont échoué. Le mois dernier, j'ai passé 2 semaines à Savannah, marchant seul sur les places historiques, mangeant dans des restaurants que Michael et moi avions toujours prévu de visiter mais pour lesquels nous n'avions jamais trouvé le temps. J'ai séjourné dans un bed and breakfast avec vue sur la rivière. J'ai fait une visite fantôme. J'ai acheté des aquarelles à un artiste local et j'ai peint la cathédrale Saint-Jean-Baptiste depuis un banc de Lafayette Square. Le mois prochain, Janet et moi irons sur la Blue Ridge Parkway, prenant notre temps, séjournant dans de petites auberges, agissant comme les veuves insouciantes que nous n'avions jamais imaginé devenir. Nous apprenons toutes les deux ce que signifie construire une vie après la perte. Trouver de la joie dans des endroits inattendus, reconnaître que les fins peuvent aussi être des commencements si l'on est assez courageux pour les chercher. Chaque dimanche matin, je peins dans ce qui était le bureau de Michael et qui est maintenant mon atelier d'art. La pièce ne me semble plus hantée. Elle me semble pleine de possibilités. Mes peintures s'améliorent. Toujours pas bonnes. Probablement jamais bonnes, mais meilleures, plus confiantes, plus disposées à prendre des risques avec la couleur et la composition. La roseraie que Michael a plantée l'année de la naissance de Tyler fleurit toujours chaque juin. Je m'en occupe comme toujours, taillant, arrosant et parlant aux fleurs comme si mon mari pouvait d'une manière ou d'une autre m'entendre à travers les racines dans la terre. Mais maintenant, je coupe des bouquets pour Janet et les autres femmes de mon groupe de soutien au lieu de laisser les roses se flétrir sur les tiges. Michael aurait aimé ça. Je pense qu'il a toujours détesté le gaspillage. Je me regarde parfois dans les miroirs ou les fenêtres quand la lumière frappe d'une certaine manière et je vois la cicatrice sur ma tempe gauche. Elle a guéri en une fine ligne argentée, à peine visible à moins de la chercher, mais toujours là. Cette cicatrice est un rappel. Elle me rappelle le sang et le vin et le dîner de Thanksgiving détruit. Elle me rappelle mon fils me traitant de ridicule tandis que ses filles pleuraient de peur. Elle me rappelle le moment où je me suis choisi plutôt qu'une famille qui avait déjà choisi de me trahir. Et je ne le regrette pas, pas le moins du monde. Cette cicatrice signifie que j'ai survécu.
Elle signifie que j'ai reconnu la manipulation et que j'ai refusé d'être une victime. Elle signifie que je me suis protégé quand ma propre famille ne l'a pas fait. Si vous lisez ceci, si vous avez affaire à des enfants adultes qui pensent qu'ils ont droit à votre maison, à votre argent, à votre autonomie, s'il vous plaît, écoutez ce que j'ai appris à la dure. Prenez un avocat, un bon avocat spécialisé dans le droit des personnes âgées et la protection du patrimoine. N'attendez pas que quelque chose se produise. Faites-le maintenant, tant que vous pensez encore clairement et que vous pouvez prendre des décisions sans pression. Documentez tout. Gardez des traces des questions étranges sur vos finances. Notez quand quelqu'un montre un intérêt inhabituel pour votre situation de vie. Enregistrez les emails et les SMS. Installez des caméras de sécurité si vous en avez besoin. N'ignorez pas les signes avant-coureurs. Ce fils qui veut soudainement aider à gérer vos comptes bancaires. Cette belle-fille qui ne cesse de suggérer que vous avez besoin de supervision. Cette pression pour signer des documents juste pour faciliter les choses. Ce ne sont pas des expressions d'amour. Ce sont des reconnaissances pour quelque chose de plus grand. Et surtout, c'est la partie la plus difficile. Ne vous sentez pas coupable de vous protéger, même de votre propre sang. Surtout de votre propre sang, car en fin de compte, vous ne devez à personne votre paix, votre sécurité ou votre maison. La famille n'a pas le droit de vous manipuler simplement parce que vous partagez l'ADN. L'amour ne signifie pas laisser les gens vous détruire. Je me réveille chaque matin dans mon propre lit, dans ma propre maison, vivant ma propre vie. Les portes sont verrouillées. Les caméras enregistrent toujours. Le testament est incassable avec des sanctions pour quiconque tenterait de le contester. Mes comptes sont protégés par des protocoles d'authentification que Tyler ne pourra plus jamais violer. Et je dors bien la nuit. Mieux que bien, en fait. Je dors avec la paix qui vient de savoir que je me suis choisi. De savoir que lorsque les gens qui étaient censés me protéger ont plutôt essayé de me détruire, j'ai eu la force de partir. La maison est calme maintenant. Juste moi et le souvenir de Michael et les roses qui fleurissent chaque été. Mes déjeuners du mardi avec Catherine. Mon groupe de soutien du jeudi. Mes séances de peinture du dimanche matin. Les blagues terribles de Janet qui me font rire à en avoir mal aux côtes. C'est une vie plus petite que je ne l'imaginais à 61 ans. Plus petite que celle dont je rêvais à la naissance de Tyler. Quand j'imaginais les vacances avec les petits-enfants et les dîners de famille qui semblaient sur au lieu de dangereux. Mais c'est la mienne. Complètement, entièrement, protectrice la mienne. Et certains jours, cela suffit. Certains jours, c'est tout. La cicatrice sur ma tempe capte la lumière quand je tourne la tête. Un rappel permanent du Thanksgiving qui a tout changé. Le jour où le sang s'est mêlé au vin et où mon fils m'a montré exactement ce qu'il était devenu. Je la touche parfois, cette fine ligne argentée, et je pense, j'ai survécu.